Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, renifle ailleurs tout le temps, ou l'os sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le plus mis en vie, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Oh, 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 les enfants! Alors, bienvenue à l'émission Les Chiens Fous du 12 décembre 2017. Alors, pour votre émission cette semaine, on vous propose naturellement un paquet de sujets palpitants et on commence tout de suite notre tour de table. Habituellement, on le fait avec M. Dubé, mais M. Dubé est pris dans la tempête. Alors, en attendant qu'il arrive, vous savez, on reste dans les pays d'en haut. Et dans les pays d'en haut, qu'est-ce qu'il y a? Beaucoup de neige. Et il risque, il brave présentement les intempéries afin d'être parmi nous. Alors, ce soir, à notre émission, moi, je vais commencer avec nul autre que notre chroniqueur sportif à résidence. Et j'ai nommé Robert Sirois. Salut Bob! Hey, salut, ça va bien les gars? Eh oui, écoute, ça va super. On te demandait, tu vas nous parler de quoi ce soir? Écoute, je suis de plus en plus dans les médias traditionnels qui essayaient tout le temps, qui ignoraient les équipes nationales du Québec, les Québécois, faut pas trop en parler dans le sport, ferme ta gueule, Sirois, faut pas passer de guerre. Mais là, finalement, on va parler d'une guerre que Enrico Ciccone, l'ancien joueur du Canadien et de plusieurs autres équipes dans la Ligue nationale de hockey, a déclaré sur les ondes du 91-9, la station sportive de Montréal, à tous les bas de Sirois de ce monde, c'était sa phrase. Une équipe Québec serait misérable dans les championnats du monde d'hockey junior. Fait que ça l'a sorti sur plusieurs réseaux. Radio-Canada vient de sortir ça cet après-midi. Ah, tu me dresses les poils sur les bras quand tu me dis ça. Ouais, vas-y. La réponse est sur Facebook, sur le site de Radio-Canada et sur le site de Enrico Ciccone. Et puis tu vas nous en parler tantôt. Écoute, très hâte de t'entendre là-dessus. Puis, un autre sujet aussi que tu nous parles ce soir. Oui, une équipe des Tirs, pourquoi pas les Nordiques de Québec ne ferait pas une demande de franchise pour la KHL. KHL, c'est la Ligue russe, qui est maintenant une Ligue continentale, si jamais mieux. Oui. Qui est maintenant dans 8 pays. Alors, je vous explique les bienfaits de ça, puis il y a aussi les mauvais côtés, mais on en discutera tantôt. Hey, écoute, ça va être très intéressant de t'entendre sur ce sujet. Et là, sous peu, le Claude qui va faire le tour présentement pour continuer on continue notre veine de problèmes techniques. M'avez-vous entendu? Oui, on t'a entendu numéro 1, ça a été parfait. Écoute, c'est pas le son, là. Cette fois-ci, c'est un des bras articulés qui sert à tenir le micro de Claude qui s'est défait de la table. Et là, François qui s'affaire prestement à tenter de rétablir le micro. Et en attendant, Claude s'est téléporté, oui. tel Scotty, à partir de l'entreprise. Salut, ça va bien? Alors, hey mon Claude, toi, tu vas nous parler de quoi ce soir? Du Père Noël. Ah! Non, je parlerai pas du Père Noël du tout. Des reines, des reines puis des lutins? Mais c'est notre dernière avant Noël et le jour de l'an. Absolument. Puis, c'est ça, c'est que sans faire une rétrospective, moi, je vais essayer en partant d'un texte du journal Le Québécois. OK. D'un certain M. Bégin. Là, j'expliquerai un peu qu'est-ce que c'était que ce journal en perdition, parce que ça fait des années que c'est en perdition. Oh, oui. Puis, c'est sur un texte qui va montrer que c'est bon, des fois, de revenir rétroactivement, prendre quelques pas de recul pour comprendre ce qui se passe au sein du... Tu vas-tu nous dire que Bégin commence mal? Parce que tu sais que Bégin, en anglais, là, tu sais comment ça se traduit, hein? Begin. Ça begin, donc commencement. Alors, il commence très mal. Mais de toute façon, non. Ça, c'est que je vais simplement reprendre un texte comme ça de... Tu sais, vous savez, il n'y a pas grand monde qui lit ça, mais c'était un texte qui souhaitait la fusion QS-ON. Puis là-dedans, je vais mettre le problème de la gauche qui est en train de tuer l'indépendantisme. Pour moi,
c'est ce que je vais faire comme rétrospective. Et j'ai vraiment très hâte de t'entendre sur le sujet. Puis, écoute, on a donc un paquet de sujets à vous proposer. Pour ce qui est de la chronique qu'on est censé avoir autour de 7h35, 7h40 avec Éric, il va nous parler de la privatisation du système de santé. Donc, vous savez que le gouvernement Barrette, mais bien avant Barrette, en fait, depuis que les libéraux sont au pouvoir, depuis 2003, là, il y a une tendance lourde à la privatisation du système de santé. Et donc, Éric entend revenir là-dessus. Et il nous parle de la recette du bonheur pour le temps de Noël et du Joe de l'an. Quoi, du Joe Louis de l'an? Oui, c'est ça. Oui. Avec pas trop de protéines animales, naturellement. Hein? C'est des protéines de soya, parce que c'est toujours meilleur pour la santé. Hein? Les petits biscuits au soya. Et t'attendras qu'il soit là pour l'écœurer sur son, mais je vais juste prendre un petit végétarianisme. Je voulais juste prendre un petit peu d'avance. Moi, vous savez que je me fais toujours plaisir un petit peu avec Éric, mais c'est parce que je l'aime bien, hein, qu'il aime bien, chanter bien. C'est bien plus facile quand il n'est pas là pour se défendre, de toute façon. Oh, aussi, effectivement, il n'est pas en mesure de répliquer. Généralement, Christian, ça ne se gêne pas. Ouais. Non, mais en fait, ça fait un petit peu comme les certaines blogueuses ou encore certaines jeunes dames, plus ou moins jeunes, auxquelles on a eu affaire dans les dernières heures sur le réseau social qu'on a peu nommé. Oui. Alors que, écoutez, c'était vraiment incroyable la discussion qu'on a eue, François, moi et justement, tu me parlais de Québec solidaire. Écoute, ils l'ont pas dit ouvertement, là, mais juste à les voir taper, puis le texte qu'ils tapent, là, tu sais où est leur obédience politique. Il y a aucune. Mais là, tu parles de quoi exactement? C'est-à-dire d'un sujet lancé par sujet Régis Royer, que tu vas sûrement pouvoir nous rejoindre quand tu vas nous parler de la gauche radicale tantôt. Je veux pas m'étendre de midi à 14h parce que en fait, je pourrais peut-être revenir dessus tantôt. Mais juste mais juste pour le bénéfice des auditeurs, il y a un texte qui a été publié par le président, je crois, de la Fédération autonome de l'enseignement, la FAE, qui s'appelle M. Mallette, je crois. Et M. Mallette, donc, fait une attaque en règle, littéralement, en déformant les propos de professeurs universitaires, notamment Égide Royer. On peut être d'accord en tout, en partie, ou complètement en désaccord avec les positions de Royer pour des raisons X, Y, Z, mais... Non, je le critique moi-même, là, à certains moments. Ça m'est arrivé, je l'ai souvent vu en entrevue, ou on le voit souvent d'ailleurs. Mais il faut être capable de faire preuve, comment je dirais ça, au moins d'honnêteté intellectuelle, puis citer correctement et pas prendre des bouts de phrases hors contexte. Exactement. Pour essayer de construire comme une fausse idée puis une fausse opinion, puis la véhiculer de façon large ici aux membres de la FAE, dont toi, Claude, puisque tu es un membre de cette Fédération autonome de l'enseignement. Et je me suis pas pogné à peu près avec ce type-là lors de le fameux sujet de la charte. Et pour le bénéfice des auditeurs, quand ce sera le temps, je répéterai cet argument-là que j'ai eu avec. Là. Mais écoute... Parce que tu sais que il faut savoir que la Fédération autonome de l'enseignement s'était prononcée contre la charte, puis je vais même expliquer que l'année où on a demandé aux membres, dans les syndicats régionaux, on parle du régional avant que ça se passe à la fédération, on nous avait demandé à nous les délégués présents, si on devait consulter les professeurs sur un futur projet de charte, si jamais il y a un futur gouvernement qui en proposerait une dans l'avenir. J'expliquerai ça tout à l'heure. Ah, écoute, somme toute, donc ce M. Mallette a fait une attaque en règle sur plusieurs auteurs. Donc, il y avait Mailloux, Potvin et Égide Royer. Et là, il y a Thibault... Mailloux, préciser qu'on parle pas de Doc Mailloux. Non, on ne parle pas du Doc Mailloux, on s'entend. Là, okay? On parle ici de professeurs universitaires qui enseignent et qui font de la recherche sur l'enseignement, sur la pédagogie, puis qui disaient, somme toute, à peu près ceci. Vous savez qu'au primaire, au secondaire, mais surtout au primaire, il y a un nombre anormalement bas d'hommes qui enseignent ou exercent la profession d'enseignant. Ces auteurs-là émettent la thèse que, dans le fond, ça a un impact négatif chez les jeunes garçons parce que ils n'ont pas de modèle masculin
présent avec eux à l'école. Puis aussi, dans la façon de faire des hommes, puis la façon de faire des femmes, c'est pas la même affaire. OK? Et là... Puis en fait, pour autant que je me souvienne de l'entrevue de M. Royer, écoute, il ne faisait que poser la question à partir de tout. C'est-à-dire qu'il arrivait devant le constat, il y a un nombre supérieur de femmes versus d'hommes. Est-ce que cela pourrait jouer sur c'est même pas contestable. Tu as 20 femmes pour un homme dans une école primaire. Et là, hier, on était en train de s'ostiner sur ces chiffres-là. Et il y a bien des écoles où tu n'as même pas le prof d'éduc qui est homme. T'sais, avant, tu avais ça. À cette heure, tu n'as même plus ça. À cette heure, tu as le concierge, bien souvent, qui est homme, quand tu en as un. Où c'est uniquement un milieu de femmes. Et là, la levée de bouclier, toi, parce que là... Mais là, l'idée, c'est ça, c'est d'être clair aussi, de dire que l'idée, c'était pas de dire, et ça, on l'a précisé à maintes reprises, je m'en souviens, que le problème n'est pas qu'il y ait plus de femmes que d'hommes, mais c'était non, de ça, dire parce que généralement, même en tant qu'homme, moi, je suis totalement convaincu que même si on faisait des politiques pour favoriser ça, il y aurait quand même plus de femmes dans l'enseignement. Oui, c'est correct. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Oui, puis je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est ça. J'ai pas de problème avec ça, mais c'était pas ça le problème. Oui, c'était pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'était plutôt de dire que les jeunes garçons, ils n'ont pas autant de modèles masculins que féminins. Bon, ça, c'est clair. Puis certains jeunes peuvent réagir positivement au fait d'avoir des hommes enseignants. C'est juste ça. Là. Autant qu'il peut y avoir des jeunes qui sont très corrects avec des femmes et qui n'avaient aucun problème. Alors, ça n'était pas une attaque pour le travail des femmes qui était déjà fait. Gilles Royer, qui est un doyen de professeur en éducation à l'Université Laval. Oui, ça, oui. Il a travaillé longtemps en éducation spécialisée. Moi, je ne veux pas qu'on s'étende de midi à 14h. Parce que les gens le savent. Les gens savent que ça sera au menu ce soir. Ben, c'est ça. Enfin, je vais revenir dans un peu de temps. Moi, je vais vous parler d'accommodement déraisonnable et ça y figurera, soit dit en passant. Alors, il s'est passé quelque chose à Montréal aujourd'hui en face d'une mosquée. Alors, et ça, on va en parler. Donc, plusieurs femmes qui seraient interdites de travailler en face d'une mosquée à Montréal, à la demande, donc, d'une gang d'islamistes crinqués. L'interdiction du sucre parlant de crinqué à Montréal par Valérie Plante et son administration, ils veulent interdire les boissons sucrées à Montréal. Mais tu sais qu'il devrait plutôt... Ça, je l'ai vu passer, mais j'ai pas tout lu. J'ai pas on en reparlera. En passant, parenthèse, on vient de récupérer un chien errant qui est en train d'entrer dans les studios. Ah oui, ça sent le pitou mouillé. Elvis vient de rentrer dans... On a vu Elvis dans le building. Il vient de rentrer. Non, tu vas pas te coucher sur le divan. Non, c'est ça. Tu t'en viens ici. Dans sécheuse, 5 minutes d'abord. Donc, après la mosquée, oui. Je vous parle... de la nomination d'un juge québécois à la Cour suprême du Canada. Il est-tu bilingue? Monsieur Wagner, bien sûr. J'imagine qu'il connaît l'anglais. Hein? Juste avec son nom de famille, ça devrait vous donner un indice. Monsieur Wagner. Oh oui. Donc, finalement, si j'ai le temps, naturellement, ce qui m'étonnerait. Mais je vous le dis tout de suite, on ne sait jamais. Donc, Couillard, notre bon premier ministre, et son lien rapide entre Québec et Montréal. Alors, ça déraille pour dire comme M. Chartier, François de son prénom le disait, ou encore, c'est en train de prendre le champ. Alors voilà, somme toute, nos sujets pour aujourd'hui, et on part ça immédiatement. Avec la chronique de Christian. La chronique à Cricri. Derry. Accommodement déraisonnable. Alors, écoutez, je vous fais lecture rapide d'une petite brève, non pas au complet, mais simplement quelques lignes pour vous mettre donc dans le bain. Propriétaires de 2 mosquées font pression sur un entrepreneur pour qu'il n'y ait aucune femme sur un chantier de construction à proximité d'un des lieux de culte le jour de la prière, le vendredi, parce que ça rendrait impur. Est-ce que c'est juste une demande au stade de la demande ou ça a été accepté? Non, ça va plus loin. Il y a carrément de l'intimité. Est-ce que ça a été accepté? Écoute, officiellement, ça n'a pas été accepté. Dans les faits, on a relocalisé les dames ailleurs. Ben, ça a été accepté. Mais non, ça n'a pas été accepté. Ça a été accepté. Non, Claude, t'es de mauvaise foi. Oui. Ça n'a pas... je te pensais pas comme ça. Je l'avoue. OK? Donc... Celui qui possède notamment la mosquée
Al-Il-Bait, situé dans l'arrondissement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, a d'abord demandé à l'entrepreneur de ne pas faire de travaux le vendredi pour ne pas nuire à leur prière. Cette requête lui a été refusée en raison des retards qui en auraient résulté. Il a ensuite réclamé que les femmes ne soient pas visibles le vendredi sur le chantier à proximité de cette mosquée. Cette clause est d'ailleurs écrite noir sur blanc dans le contrat signé par l'entrepreneur. Asti qui mangerait de la merde avec moi. La mesure vise 3 femmes. 2 signaleuses et une inspectrice que l'entreprise G-Tech a dû réaffecter ailleurs, selon une information obtenue via le compte Facebook de TVA Nouvelles. Le PDG de MAP Signalisation, responsable de 2 chantiers, n'a pris connaissance de cette exigence que lundi car il était absent depuis 2 semaines. Je trouve ça complètement inacceptable, a déclaré Marc-Alexandre Perrault à TVA. Malgré tout, il s'est senti obligé de donner son aval à la demande. On m'a dit qu'elle serait en danger si elle travaillait le vendredi. Elle serait en danger si elle travaillait le vendredi. Écoute, moi, là, juste pour ça, là, j'ai le goût d'engager comme 3-4 goons, juste pour aller comme me planquer à l'entrée du chantier, puis mettre les madames là, puis allez-y, madame, allez-y faire votre travail. On va voir si ta gang de zinzins qui viennent. De toute façon, je pense que ça, c'est exagéré. Ils ont juste à les laisser travailler puis les laisser parler. En réalité, je pense que c'est ça. Là. Ah non, mais hey, là, ça commence. Là. Les fanatiques religieux, là, ça commence, là. Écoute, à un moment donné, là, regarde, ça n'a pas sa place. Non, ça n'a pas sa place. C'est sûr que ça n'a pas sa place, mais à partir du moment où, encore là, du côté de certains groupes, même Françoise David, là, hein, c'est-à-dire, c'est une mouvance. Ils n'ont pas besoin des pénis québécois pour les protéger. Parlant de pénis... tu comprends? Non, mais c'est ça. On est là-dedans, là. Parlant de pénis, là... On est rendu à moi, je te demande, là, parlant de pénis, là, et où Gabriel Bouchard? Hein? Fédération des femmes du Québec, là? Hein? Parlant de pénis, et où Gabriel Bouchard? Elle est supposée prendre position pour défendre les femmes? Non, vas-tu prendre position? Vas-tu faire une sortie? Son mandat, c'est pas ça. Son mandat, c'est de pousser le transgenrisme et le non-genrisme. De le pousser où? Ben, Christian. C'est ça. Ben, c'est toi-même qui as publié hier, hier ou ce matin, je ne me souviens plus, un extrait du 98.5. On entend Paul Arcand avec José Blanchette. Je sais pas si tu avais l'intention d'en parler de ça tout à l'heure. Écoute, c'est juste là, tu me donnes le goût d'en parler, mais là, c'est parce que tu vas tout fucker ma liste de sujets! Ah, moi, je veux que tu termines, tu sais. Je veux que tu puisses la faire au complet. Écoute, autre chose que je te parle. Alors là, aujourd'hui, attachez-vous au truc avec la broche. Oui. Madame Plante, notre bonne mairesse de Montréal. Nouvellement élue, hein? Tchi-tchi! Avec le beau sourire. On lâche les pitbulls lousses! Il y a du problème, les pitbulls, c'est pas dangereux! Ouais, mais Christian, c'est quoi le... Puis hey, savez-vous quoi? Ouais. Le coke, là, pis le jus, là, c'est super mauvais pour la santé, fait qu'on va le faire interdire! Il est en feu à soir. Il est fâché, il a l'air fâché. Pense que c'est à cause du mauvais temps dehors. Oui, ça l'a fait. Il a pris trop de Pepsi. Pourtant, on est au mois de décembre. Hein, au mois de décembre, là, quand la neige tombe, c'est toute la belle petite neige gentillette. Ouais. Puis hein, qu'elle est donc bien belle. Hein, la neige est rendue au mois de mars. Au mois quoi? Au mois de mars. Au mois de mars, c'est rendu que pour tout le monde, c'est de la marde blanche. Écoute. Il est déjà rendu au mois de mars, c'est ce que je voulais dire. Finalement. Écoute, donc, l'administration Plante, pour faire ça plus sérieux, là, ou plus découragé. Non, c'est très bien ça. Au lieu de s'attaquer aux liqueurs qui sont vraiment mauvaises, les Monster et compagnie, là, ben, ils s'attaquent tout de suite à Coca-Cola. Je sais pas pourquoi, là, parce que... Ouais, non, mais c'est toutes les boissons sucrées, elle, sur son territoire. Elle voudrait donc les bannir. Comment on va faire ça avec... Des bâtisses qui appartiennent à la Ville de Montréal, tu veux dire, c'est ça? Hey, même... Non, mais... Oui, c'est sûr que ça ne serait pas les dépanneurs pour tout ça, j'imagine. Non, j'imagine, c'est ça. Je sais pas comment on va faire ça, là. Mais là, c'est quoi? Ça veut dire que toi, tu es un fonctionnaire qui travaille à la ville, ou tu as un petit cul qui arrive avec sa mère pour rentrer dans un édifice municipal parce qu'elle a besoin de service. Puis elle a sa bouteille de jus Oasis, là. Puis elle va se faire revirer de bord, le gardien de sécurité va l'empêcher de rentrer parce qu'il y a probablement qu'ils ne mettront pas des machines distributrices, là. J'imagine que c'est ça. C'est là, plus dans cet ordre-là, moi je l'ai pas lu. Ils commencent toujours comme... c'est toujours la technique du cheval de Troie. Ouais, puis que ce soit le diable incarné, là.
Mais dans le fond, elle veut refuser accès. Je comprends pas, c'est taxer les grandes entreprises? Non, c'est clairement bannir toutes les boissons sucrées. Mais comment qu'elle peut... dans le fond, elle va passer un c'est ça, moi non plus, j'ai pas tout lu, mais je pense que ça se peut-tu que c'était juste de dire dans les machines, de bannir les machines distributrices qui appartiennent aux immeubles de la Ville de Montréal? C'est pas clair dans mon esprit. Il y a une chose qui est claire. Il y a juste une chose qui est claire. Même à Cuba, ils n'essayent pas de faire ça. Même en Corée du Nord. Même en Corée du Nord. Non, mais Montréal, c'est une ville refuge, hein? Fait que... Non, mais, hey, tu te rends compte? En Iran, tu sais, l'axe du mal, là. Je prends l'axe du mal à la George W. Bush, là. OK, ça peut pas être pire. Il n'y a pas pire que ça à l'ouest de Papineau. C'est bon, ça? C'est bon, vous autres? Surtout à l'est. Oui, c'est ça. Métro McGill. Bon, ça, c'est à l'ouest. Donc, mais bon, on passe à l'ouest? Oui, on passe à l'ouest, Métro McGill. Mais écoute, ça n'a même pas de bon sens. Regarde, je veux dire, quand on parle de brimer les droits d'un individu, regarde, on peut responsabiliser les gens puis dire, ben regarde, moi je vais en boire ou je vais en boire moins ou j'en boirai pas de jus, mais de te faire imposer par une municipalité une espèce de dictat de la pensée, hey, ben, c'est... On est rendu là. On est rendu là. Mais c'est parce que c'est vrai que là-dessus, puis ça, il faut faire la nuance, c'est important, parce qu'on n'est pas dans un contexte d'éducation. Dans une école secondaire, à la limite, je vais voir la pertinence, parce qu'on est dans un contexte d'éducation, puis on sait que les boissons gazeuses vont être mauvaises pour la santé. Mais dans les édifices municipaux, effectivement, c'est une... Parce que le problème, c'est que là, si on permet ça, qu'est-ce qu'on va permettre après? Qu'est-ce que la pensée officielle va nous dire de faire ou de ne pas faire après que ça se soit passé puis que ce soit accepté? C'est plus avec ça que j'ai un problème. Moi, je te dirais, parle-en au matrimoine, puis tu vas sûrement trouver des solutions. Parce que, mais je suis certain que QS a plein de bonnes idées à suggérer. Il y a un autre aspect assez désolant dans tout ça, c'est que, tu sais, les gens à Montréal ont élu un gouvernement qui se promet d'être révolutionnaire, un gouvernement, une administration municipale qui se promet d'être... Tu veux même toi, tu te laisses emporter. Ils n'ont même pas de statut constitutionnel en municipalité. Et, là, on commence par ça. Tu comprends? Ouais. Ça, c'est un problème, en tout cas, pour ma part, que je dénonce beaucoup en ce qui concerne la démocratie. La représentativité populaire, tout ça, là, la démocratie telle qu'on la connaît. C'est-à-dire qu'on élit beaucoup trop de gens et qui sont là pour faire des lois, finissent par en faire trop. Donc, on fait... Il y en a pas, il y en a peu. Il y en a guère, il y en a pas. Je suis pas ce qu'on appelle un peu libertarien, là. Mais il y a beaucoup de choses dans beaucoup de domaines dans lesquels je suis très libertarien et là-dessus, je suis très d'accord avec les libertariens qui disent qu'on fait beaucoup trop de lois. D'ailleurs, je pense que ce qui s'en vient, c'est des gouvernements qui vont dire « Élisez-nous, on ne fera plus de lois ». Je pense qu'honnêtement, c'est ça qui va gagner. C'est ça qu'on va voir. On va le voir. Trump est un petit peu ça d'une certaine façon. Non, c'est pas vrai, parce que non, absolument pas. T'as déjà tellement de lois. Voilà. C'est incroyable, là. Mais tu peux vivre jusqu'à l'infini, là. Et de délégiférer dans certains domaines, c'est même souhaitable, en particulier en matière... Je suis pas en désaccord, mais c'est parce que quand tu dis on fera plus de loi, ça peut être interprété comme on laisse tout aller aussi. Non, pas du non plus. Aussi. Non, juste que ça soit clair. T'as compris le sens. Mais regarde l'enculage de mouche, là, parce que moi, c'est un terme qui est en train de me devenir cher, là, parce que la quantité de stock que je vois passer ces temps-ci, ces réseaux sociaux, c'est comme donc, c'est juste pour obtenir un permis à Montréal pour bâtir ou rénover, OK, ou un commerce pour pouvoir opérer, ça y prend des mois, parfois des années pour pouvoir obtenir un permis d'opération. OK? Ça n'a pas de style bon sens. Et c'est pour ça qu'ils sont payés. Vous savez, les administrations municipales, c'est pour ça. C'est pour les cadastres, c'est pour les permis de construire, tout ça. C'est pas pour aller interdire le cœur. Et ça, c'est un phénomène très, très, très... Tu sais, c'est très petit, là. Mais en gros, ça revient toujours à ce que je dis. Montréal se prend de plus en plus pour une autre et va finir par être mis sous tutelle. Un peu comme, mais je l'ai dit pas plus tard que là, même pas 2 semaines, ça. Et déjà, le gouvernement, pour toutes sortes d'autres raisons, a mis sa police sous tutelle. Sa police sous tutelle, exactement. Ça va arriver.
Montréal peut pas se prendre pour un pays. Ah, moi, je pense qu'ils vont entendre Ça va, encore. ça. On n'est pas encore rendu là, mais ça va venir. Oui, mais ça va venir pour toutes sortes d'autres raisons qui ne Absolument. seront pas celles Absolument. que nous voudrions. Parce que moi, je le voudrais. Je voudrais que Montréal soit remise à sa place. Mais c'est sûr que quand ça va se faire, ça ne se fera pas pour mes raisons. Mais l'autre problème que moi, je vois qui est directement en lien à ça, et ça nous ramène à ce qu'on jasait au début avant qu'on commence les sujets, c'est l'espèce de dictature de la pensée, puis l'espèce de moumounisation de la société là, que je trouve Mais ça, inacceptable. c'est pas juste à Montréal. Non, C'est partout. Là. C'est un phénomène qui se vit en Occident, OK? Et qui va tôt ou tard mener à la chute de l'Occident. Oui, c'est exactement Asti, ça. on est deux Mais pieds dedans. avant c'est pour ça, moi, que toute ma hargne que j'ai, c'est justement pour empêcher ça de tomber. Tu sais, il y a peut-être quelque chose de très gaulliste en moi. Hein. De Gaulle disait, on dirait que j'ai été mis sur terre pour essayer d'éviter à la France de sombrer dans un genre. Il disait pas le mot mondialisme, là, je me souviens plus de la citation, mais pour empêcher la fin d'un monde, quoi. Ouais. Donc, mais il faut quand même travailler ça, empêcher la fin d'un monde. Et tu sais qu'avec ce qu'on appelle l'idée qu'on avait de la fin de l'histoire, c'est-à-dire à partir des années 50, 60, quand arrivent les baby boomers, hein, donc, puis la science, puis tout ça, ben là, on se dit, ben là, on est rendu. C'est là, et là, on va pouvoir vraiment vivre bien tout le monde, il n'y aura plus de pauvreté dans le monde, hein, donc. Et sur ce socle-là, sort des gens qui usent beaucoup de leur pouvoir pour agir puis transformer l'homme sur le sociétal, alors que nous avons toujours besoin de manger. Nous avons toujours, on est toujours des êtres humains et on est dans un monde où il ne faudrait plus qu'on soit des êtres humains. Ah ben, effectivement, puis sortir toute la nature animale, ça a l'air niaiseux, De là, l'homme, OK? ouais. Mais, regarde, Et de la femme il aussi. y a bien du... Ouais. Ouais, Mais là, ouais. faut pas oublier. Hein? Ouais. Ah, non, non. mais quand je dis homme, c'est général. Oui, ouais, Mais homme. là, Ah, ça- non. L'homme est inclusif de la femme, mon œil! C'est pas toi qui vas me dire comment ça marche, OK, là? Mais là, quand on parle juste pour situer un peu, là, dans le fond, ce qu'on est en train de parler là, c'est vraiment la question de l'axe de l'autoritarisme versus le libertarisme. C'est ce que je mettais tantôt, là. Ah, Puis, OK, c'est pour ça que c'est c'est pour ça que je l'avais fait afficher tout à l'heure, mais dans le sens que c'est là qu'on se situe. Claude, tu te situes où, toi, là-dessus? Entre quoi et quoi? Mettons sur l'axe, là, mettons, je parle d'autoritarisme versus libertarisme. Ben, tu sais que j'ai des idées libertariennes. Ben, je te pose la question, mais c'est pour le bénéfice. Je suis pas un libertarien du tout. Moi, je suis un autoritaire. Ah oui, j'aurais pensé. Moi, je suis un autoritaire, c'est-à-dire, mais sur la base, pas un autoritaire pour bannir le Coca-Cola. Je suis un autoritaire, par exemple. Non, mais tu comprends qu'à partir du moment où on embarque sur une ligne d'autoritarisme, c'est-à-dire c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais là. ce que je voudrais, moi, c'est-à-dire que des gouvernements qui agissent de façon autoritaire, mais à l'intérieur de la démocratie, parce que si ça n'arrive pas, tu sais, je ne suis pas un enragé fou furieux là-dessus. Là. J'ai une pensée complexe. Il est plus ça. cohérent aussi. C'est ça. Et c'est-à-dire que si on ne le fait pas, si on laisse faire, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que si on dit « Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Ah, la fameuse phrase, on est rendu là. » Non, on n'est pas rendu là, puis on n'est pas obligé de se rendre là. On nous La amène, majorité, oui, mais la majorité des gens n'y est pas. Elle fait juste ne pas s'y intéresser, mais elle n'y est pas là. Donc, de toutes ces idées-là qui viennent de l'intersectionnalité, entre autres, ben, certains vont appeler le marxisme culturel. Moi, je le lie à l'idée de démocratie, où on élit des gens. Ces gens-là subissent des pressions de la part des lobbies qui sont très bien organisés, qui viennent de supra-minorités. Et ils se font, parce que, vous savez, les minorités, comment ça fonctionne, hein? C'est des clics. Et je reviens à... minuscule, je en plus, reviens à ton OK. Gabriel Bouchard avec l'entrevue, la chronique mon de... Gabriel Bouchard, je Ouais. trouve que tu prends quand même certaines Et libertés. ce que je veux dire par là, c'est que juste, il faut que vous entendiez ça. C'est Paul Arcand, à un moment donné, lui, qui, dans ses mots, c'est le politiquement correct. Et il a appris pour la première fois dans cette entrevue-là le mot intersectionnalité. Parce qu'elle est allée sur les réseaux sociaux. Oui. Puis on lui a dit, hein, intersectionnalité, tout ça, parce que ça finit par faire Ouais. le tour. Et depuis le temps qu'on en parle, il est temps que ça arrive. Et j'étais surpris d'ailleurs. Et c'est ça. Et là, lui, il apprend le terme, mais pour lui, il est dans ce roll-ball du politiquement correct. Quand c'est rendu là, que tu peux plus utiliser le mot patrimoine, puis etc. Ah, mais là, tu Oh, pourras oui, plus dire je l'ai entendu, là, cette tu pourras émission-là. plus dire maternité. Et c'est ça, même plus maternité. Ah, puis Et là, même femme, il faut maintenant, entendre. ça va bientôt être trop genré. Il faut entendre cette Josée Blanchette,
Blanchette, qui, elle, dit La souvent, maladie mentale. elle, c'est vraiment, elle a des amis. L'idée de Click, là, c'est qu'elle a de la misère. Elle trouve ça aussi que ça va trop loin, tout ça, ces idées-là. Mais elle-même, elle chante les marges. Pour elle, un hétéro, c'est trop plate, hein, tu comprends? Elle fait des petites chroniques comme ça depuis des années, puis elle a des amis homosexuels, tout ça, puis c'est bien plus fun, ce monde-là. Ça me dérange pas. Moi aussi, j'en ai des amis sexuels, puis c'est vrai qu'il y en a qui ont le fun, puis il n'y a pas de problème avec ça. Sauf que, vois-tu, elle prend des gants blancs pour réfuter un petit peu sa petite gang. Ouais, Dire qu'il effectivement. n'est pas d'accord. Comme Ouais, s'il y avait quelque chose à craindre. Et comme gêné de... Et comme gênée de le faire, puis elle se sent comme la seule, on le sent, hein, comme elle est de l'élite, de gauche, de cette façon-là, très, très libertaire. Et qu'est-ce qu'elle très craint? libre. Ben, elle craint ses amis. Ce sont des amis. À un moment donné, la vie se résume par quoi? Elle veut pas C'est se faire rentrer l'argent. dedans. C'est l'argent puis le Au sexe. sens propre, au sens Oui, figuré. et de se faire catégoriser de transphobe Voilà. parce que tu amènes une mais critique tu sais, là-dessus. par exemple, quand je dis souvent que les scientifiques n'osent pas s'opposer, même s'ils ont toute la science derrière eux pour s'opposer à ces gens-là, c'est parce que c'est des lobbies petits, mais très forts. Et par exemple, moi, je dis que quelqu'un qui est courageux les envoie chier. C'est tout. Faut donner la science, faut les remettre à leur place. Moi, je dis souvent, il est temps de siffler la fin de la récréation. Oui, mais quand Radio-Canada, ils ont parlé de ça, je pense que c'est la semaine passée, un matin à la radio. Ils ont questionné cette position-là de dire est-ce que ça va trop loin là, au niveau du patriarche, en tout cas là. Fait que déjà, à Radio-Canada, ils commencent à questionner ça. Écoute, je me dis, mais on Mais a, c'est là, non, c'est non, parce mais que là- on n'a pas fini le délire encore. Là. C'est Non. pas fini. Là. Tu vas voir, ça va dérouler encore pour plusieurs mois avant que ça revire de bord. Ben, Fait qu'on n'a certain. on n'a pas fini d'entendre parler de ça. Là. Mais moi, je voulais juste terminer avec ce avec quoi j'ai commencé tantôt, qui est en lien un petit peu avec ça. La fameuse discussion que moi puis François, on a eue avec la gang de crinqués profs au primaire puis au secondaire, toi. Bon, en fait, on sait même Donc, pas on c'est qui répète ces pour les, gens-là. on répète pour les Ben non, auditeurs. écoute, En bout de ligne, on c'est sait du pas. monde qu'on connaît pas, OK? C'est du monde qu'on connaît pas. Puis moi, à toute bonne foi, moi, j'écris, regarde, le texte de Mallette, là, OK, c'est du syndicalisme crasse. Donc, Il essaie de défendre des membres qui, à la base, ne sont même pas attaqués. Pour les gens qui viennent de se joindre à nous, c'est quoi cette affaire-là encore? OK, vite, là, c'est qu'il y a Mallette, je me souviens plus c'est quoi son prénom. Sylvain. Là? Sylvain Mallette. Mallette. OK, ça se trouve être le président de la Fédération autonome de l'enseignement. Oui, OK. Ouais, c'est ça. Donc, syndicat, entre autres, au Mélile, là, dans le bout de un peu de Sainte-Thérèse. Laval, un peu de Laval, Ouais. Montréal puis toute aussi. la commission scolaire de la Seigneurie des Mélilles là, qui va de Oka jusqu'à Saint-Anne-des-Plaines. Écoute, moi, je te dirais que historiquement, j'avais quand même un certain respect pour la Fédération autonome parce que je les trouvais comme plus revendicateurs puis plus Oui. intéressants que d'autres organisations Oui, syndicales. Oui, puis à ce niveau-là, je continue d'avoir le Oui, genre de c'est ça. respect Donc, ils se sont cet mis à égard-là. prendre une couple de positions là, Politique. politiques Ouais. puis sociales que je désapprouve complètement et totalement, notamment celle-là, OK? C'est-à-dire que Mallette publie un article dans lequel il fait du rentre-dedans à trois professeurs d'université qui sont des chercheurs. Un étant qui est très connu, là, qui fait souvent de la télé puis de la radio, qui s'appelle Égide Royer, qui est professeur titulaire à l'Université Laval. Égide qui veut dire bouclier. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais, bouclier. Donc, Bouclier a fait Bouclier, oui. a fait En de grec. nombreux discours. Puis, entre autres, ce que Royer dit, là, c'est simple, c'est que il y a presque pas d'hommes au primaire. Puis, il n'y en a pas énormément non plus au secondaire, mais au primaire, c'est familique. Là, OK? Ouais. Puis, ça serait souhaitable qu'il y en ait davantage parce que ça ferait ça pourrait jouer un rôle chez certains jeunes et en particulier chez certains garçons pour les aider à mieux réussir. OK? Alors, et lui, Mallette, va pervertir ça et il va transformer ça en une attaque contre les enseignantes. Oui, c'est ça. Il est allé dire que ça, là, ce que Royer vient dire là, c'est une attaque directement parce que là, les femmes seraient moins bonnes pour aller chercher les garçons que les hommes. C'est ce qui sous-entend, disons là. On Ah non, parle mais d'une c'est- opinion. Ah non, mais c'est vrai, c'est ce qui est. Ah non, mais c'est clair comme d'eau de roche. Toi, tu l'as lu, moi, je l'ai lu, Mais on s'est pas parlé, puis on a compris la même affaire. Puis tous les hommes qui lisent le texte comprennent la même affaire. Mais là, toutes les femmes, eux autres, qui... Au lieu de ben, je dis toutes les femmes, c'est faux, là, mais toutes les femmes qui lisent ce texte-là grimpent des rideaux. Puis là, au lieu de dire, hey, je vais prendre le temps, 2 secondes, d'aller voir qu'est-ce que Royer dit. Je vais prendre le temps d'aller voir qu'est-ce que Potvin dit. Je vais prendre le temps d'aller voir ce que Mailloux dit. Puis là, je parle pas du doc Mailloux, même si je le trouve fort sympathique. Mais ici, je parle du professeur de l'université Mailloux.
je vais aller voir ce que ces auteurs-là disent pour pouvoir me faire une tête. Non. Ils prennent ce qui est dit dans ce texte-là intégralement comme une parole d'évangile. D'autant plus qu'il ne faut pas se fier à Sylvain Mallette, mais pas du tout. Et là, il y a une bonne femme qui m'écrit, une enseignante qui m'écrit « Oui, mais c'est Sylvain Mallette. Écoute, tu peux te fier à lui, c'est un historien. » Je m'en vais voir. Là, je m'en vais voir vite, tu sais. Je m'en vais voir, je tape son nom sur Google, je m'en vais voir son nom, je regarde. C'est un enseignant en histoire. C'est pas un historien, le grand. Non, un historien. Qui s'est arrangé pour arrêter d'enseigner, pour aller dans les syndicats, puis qui veut pas être retourné dans l'enseignement. C'est ça. Mais même là, moi, je voulais même pas rentrer là-dedans. Mais que tu sois enseignant, on s'en calisse. C'est ça, exactement. Okay? Déjà, à la base, on s'en calisse, mais on parlait d'une opinion. On essaie de te coller une étiquette pour essayer de te donner comme une autorité que de toute façon, tu n'as même pas à la base. Fait que déjà, c'est comme, regarde. Puis j'ai dit, il y a plein de monde qui me colle l'étiquette d'historien. J'ai dit, moi, je ne suis pas nécessairement historien, OK? J'ai une formation en histoire, je suis bachelier en histoire, puis je suis bachelier en droit aussi, mais c'est comme, je me sers pas de ça comme pour essayer d'asseoir mon autorité puis de dire que ce que moi je dis, c'est meilleur que ce qu'un autre dit. Mais moi, je trouve que le bobo, là, où est-ce que c'était que quand on nuançait, quand on parlait de modèle masculin, de l'utilité de modèle masculin, que à ce moment... là, tu vas perdre mon idée. Modèle masculin. Que les modèles masculins, là, j'ai perdu complètement mon idée, là, parce que je t'ai regardé faire. Ça va t'en revenir. Je suis fait paix et amour sur la toile. Mais est-ce que tu veux que je la donne, l'anecdote par rapport à Sylvain Mallette? Oui, plus tard. Écoute, c'est parce que là, on va... Pas plus tard, là. Ça te dérange pas? Ben non. Moi, je te propose qu'on revienne là-dessus un petit peu tantôt, parce que là, il va falloir faire une pause publicitaire 2 minutes. On vous revient, parce qu'on est un petit peu bousculé dans le temps, avec la chronique donc d'Éric Dubé. Et donc, on reparle de ça un petit peu plus tard. On met ça plus tard. Avec plaisir. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. Ses points de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h. Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radio-infocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radio-infocité.com. Le courant passe, reste à choisir le chemin. On branchera nos radars dans 220. M'a dire en affaire à soir, ils n'ont pas besoin de brancher des radars dans le 220. Parce que m'a dit, il n'y a pas grand char qui roulerait à 220. M'a dit, c'est à 15 à soir. Non. Comment est-ce qu'il va? Ça va super bien, super bien. Il a bravé la tempête? Bravé la tempête, c'est ça, je suis arrivé un petit peu en retard, je suis désolé. T'as les poils pas trop mouillés, donc... Pas trop mouillés, non, c'est ça. Ton wet look? J'avais un souper avec... j'ai été invité par mes jumelles qui font partie de la brigade culinaire à l'école. OK. La brigade culinaire? La brigade culinaire, c'est une activité parascolaire.
Et puis, c'est ça, ils préparent des recettes à toutes les semaines. Fait qu'ils ils apprennent à cuisiner toutes sortes de belles recettes. Et puis, j'ai été invité, fait que là, c'est pour ça que j'étais un petit peu en retard. Il n'y a pas de problème, non, C'était Eric. très bon. Il n'y a pas de problème, on va déduire ça de ta paye. C'est ça. C'est bon. 50%. On est bien ouvert. Écoute, je t'ai introduit un petit peu les sujets à nos auditeurs ce soir. J'ai dit que tu nous parlerais d'abord et avant tout de la privatisation de notre système de santé. Oui, la privatisation du système de santé, puis entre autres aussi, Bon, la privatisation du système public aussi. Puis on parlera du bonheur après. Oui, la recette du bonheur, c'est ça. Vu que je parle de brigade culinaire, recette, je pense que ça va bien. Brigade culinaire. Y a-t-il Giovanni Apollo là-dedans? Giovanni. Non, mais c'est ça, ils font un petit peu de promotion parce que les jeunes peuvent participer à des concours. OK. Après. Fait que c'est super intéressant. Ben moi, cette semaine, j'aimerais vous entretenir à ma chronique Santé, Société, Environnement. Il est arrivé le 7 décembre dernier. Monsieur, notre illustre ministre Barrette, le ministre de la Santé. Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Je ne sais pas si vous saviez, les gars, mais il a été invité pour faire une conférence à la Chambre des commerces de Montréal métropolitain. Et vous savez que souvent, les politiciens sont très souvent invités dans des chambres de commerce comme ça. Et quand je dis... surtout quand on parle du ministre de la Santé. Qu'est-ce que le ministre de la Santé va faire à la Chambre des commerces de Montréal métropolitain? Bon, c'est ça. Je vais faire un lien avec souvent, tu sais, je vais m'amuser et je vais prendre le temps de bien je dirais pas casser du sucre sur les pharmaceutiques, mais je vais y revenir tantôt. Mais c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que M. Barrette a été invité et les gens de la Chambre des commerces de Montréal étaient très contents de voir le ministre Barrette là, parce qu'il y avait un paquet de choses à dire. Et je me suis inspiré pour faire ma chronique d'un texte de Léopold Lauzon. Léopold Lauzon, que j'estime beaucoup, là, cet été, je ne sais pas si vous avez lu, les auditeurs, il a écrit un texte aussi là, concernant M. Barrette qui avait eu une entente secrète avec les pharmaceutiques au niveau des médicaments génériques. Quand on parle d'entente secrète, c'est qu'on ne peut pas avoir accès à toute l'entente vraiment décortiquer. Parce que là, il nous dit on va sauver 300 millions avec l'entente qu'on a faite, mais on n'a pas accès à cette entente-là. Alors, on voit que les pharmaceutiques ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir sur les hommes politiques. Fait que monsieur... le président de la Chambre des commerces de Montréal était très content de voir M. Barrette. Et je vais le citer. Dans le fond, je vais citer une parole que Michel Leblanc, le président de la CCMM, a dit. Parce que moi, je suis allé sur le site Internet de la CCMM pour faire un petit peu de recherche suite à ce texte-là. Et puis, je vous le rapporte textuellement, qu'est-ce qu'il a dit et pourquoi il était si content de voir M. Barrette à ce Il y avait des bonnes nouvelles à y annoncer. Il y avait des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, en recevant, j'ai marqué le sinistre Barrette, on voulait provoquer quelque chose. Hein? On voulait provoquer quoi? On voulait avoir un ministre de la Santé qui explique très clairement sa vision du rôle de la santé dans le développement économique. Voilà. Hey, c'est-tu une bonne tu vas affaire? favoriser l'entrée, par exemple, de pharmaceutiques qui vont venir s'installer ici, qui vont créer de l'emploi. Exactement. Attends une minute. Il bâche pas mal. Là. Non, c'est vraiment... Léopold Lauzon, il est vraiment... moi, je l'adore. Là. Des fois, il y a des... je suis pas toujours d'accord avec lui, là, mais il y a une bonne lecture de comment ça se passe avec le système, surtout les pharmaceutiques. Et dans son texte, on parle beaucoup d'euphémisme. Okay, parce qu'on ne parle pas de privatiser, on parle de partenariat, d'interface, d'association, de coopération, etc. Tous des mots pour déplacer le problème. Puis adoucir la réalité, c'est ça le propre d'un euphémisme. Exactement. Et puis, on parle aussi, au lieu de parler des pharmaceutiques, parce que on va dire les sciences de la vie. Non, mais vous voyez vraiment, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que les sciences de le politique sert vraiment l'industrie et les intérêts privés. Absolument. Et c'est ça.
Fait que, dans le fond, je vais juste... Puis c'est un détournement de sens, parce que science de la vie, c'est quoi? C'est la définition de biologie? Puis pour moi, c'est une évidence que tant et aussi longtemps que les citoyens s'assument pas, puis s'assument pas au niveau de la vie politique, puis se désintéressent complètement et totalement de la vie politique, ben ça laisse le champ libre à l'industrie puis au commerce pour prendre tout le terrain, puis occuper tout le terrain, puis faire ce qu'ils veulent. Et je vais juste citer quelques paragraphes du texte de Léopold Lauzon, qui est quand même assez long. Je ne veux pas le lire au complet. Il parle du ministre Barrette. Le ministre Barrette veut éliminer la culture qui oppose public et privé. Ça, c'est dans la presse du 21 novembre 2017. En gros, privatiser n'est pas privatiser. Ça, c'est le Québec est la province qui a le plus de santé privée et d'écoles privatisées, mais grassement subventionnées. Les écoles privées sont grassement subventionnées à 75% par l'État, révèle un comité du Parti libéral du Québec. Ça, c'est une phrase qui a été prise dans la presse le 12 juin 2014. Bon, il est grand temps de faire correctement votre éducation car vous êtes idéologiquement braqués et bouchés. Il ne faut plus dire privatisation de nos services publics et de nos instruments collectifs. Il faut plutôt parler de partenariat, d'interface, comme je disais tantôt, d'association, de coopération. Quand je dis souvent, parce que moi je suis dans le milieu de l'éducation, pour les auditeurs qui ne le savent pas, je suis éducateur spécialisé. Contrairement à mes collègues ici qui sont professeurs, moi je travaille avec les jeunes qui ont des troubles de comportement. Et je suis répondant en toxicomanie aussi. Nous autres, on te les envoie. Oui, c'est ça. Moi, je travaille en collaboration avec les professeurs. Je leur donne un coup de main. Absolument. C'est ça. Absolument. Et ce que je dis souvent, et j'en parle à mes collègues à l'école, pour privatiser là, subtilement un système, qu'est-ce qu'on fait? On diminue les services, on coupe graduellement pour que les services ne soient plus adéquats, que les gens qui ont ce service-là soient insatisfaits, et on met en parallèle un partenariat ou un PPP, un privé, mettons, comme en santé. Les gens qui attendent trop, mettons, aux hôpitaux publics, ils vont vers les cliniques privées. Et moi, je dis tout le temps... Ne faites pas ça, mais c'est difficile quand on nous impose ça. On a déjà parlé, Christian, je sais. Regarde, t'es un jeune enfant, là, puis il faut que tu je fasses sais, je soigner, comprends. Là. C'est pas vrai qu'on va attendre 20 heures, 30 heures à l'urgence, là. Fait que, regarde, moi, ici, à 4 coins de rue, il y a une clinique privée, puis tu payes 100$, tu vois le médecin, puis tu mets ton rapport d'impôt. Ton rapport d'impôt à la fin de l'année. Moi, ça m'écoeure. Je suis pas là pour juger. Mais je suis le premier à être dégoûté de ça. Oui. Mais tu comprends-tu que, encore une fois, devant l'absence de réaction de la population, fais ça. Essaye de faire ça, ce que les gouvernements successifs font depuis la fin des années 90 en matière de santé. Là. Essaye de faire ça, toi, maudit, en France ou en Europe. Toutes les routes sont barrées, les voitures sont incendiées, les vitrines de char, pas de char, mais les vitrines de commerce sont pétées. OK? Puis les gens, ça manifeste sans interruption jusqu'à temps qu'il y ait une démission du gouvernement. Tu penses que c'est encore comme ça en France? Oui. Moi, je commence à douter que c'est le même partout. Je sais que ça a été le même un temps. Je me souviens, écoute, ils mettaient des pneus au travers de la route puis ils mettaient le feu là-dedans. En France, en Bretagne, écoute, tu peux pas rien faire. J'aimerais ça qu'on fasse ça ici au Québec parce que je pense qu'on est rendu là parce qu'avec ce qu'ils font avec nos services publics, on a vu le scandale dans le ministère des Transports. Le problème, c'est qu'on a perdu beaucoup d'expertise aussi. Que ce soit au municipal, que ce soit au provincial, au fédéral, c'est la même chose. Il a sorti dernièrement, là, au fédéral, là, il dénote ça, toutes les dépenses pharaoniques là, qui sont au niveau du gaspillage de fonds publics, parce qu'on n'a plus d'expertise, que ce soit au niveau des transports, que ce soit juste le truc Phoenix, là, on privatise et les gens, à un moment donné, ils se déresponsabilisent. Les politiciens se déresponsabilisent parce qu'ils donnent des contrats constamment à des firmes privées. Bon, on a déjà discuté, moi puis Claude, puis je suis pas contre le privé. Il y a Simon-Pierre Savard-Tremblay qui l'explique pas mal aussi. Oui, il y a tout un chapitre qui explique un peu comment ça fonctionne. Tout aussi, ce qu'on fait, là. Son dernier livre. Et j'aimerais parler un petit peu... Ça, c'est quoi, ça? Oui, c'est ça. J'aimerais parler parce que la semaine passée, je sais que souvent, ça arrive que je vais dénoncer les pharmaceutiques et que je le dis souvent...
Ça se peut que je sois fatigant, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment ça qui se passe. Et là, j'en ai la preuve encore une fois. Je vais citer Léopold Lauzon, un paragraphe de son texte. Barrette plaît beaucoup aux pharmaceutiques. Ça, c'est le début de son paragraphe. Là, qui est à défaut de plaire aux femmes, il plaît aux pharmaceutiques. Il plaît aux pharmaceutiques. Je sais pas s'il prend du Viagra, mais... ouais, mais le problème, je pense pas que c'est dans le lit. C'est toute la pause qui se passe avant le lit. Excellent. Qui dit... Lors de sa rencontre fraternelle avec la Chambre des commerces et les sbires de l'industrie pharmaceutique, on a parlé tantôt de sciences de la vie, là, mais c'est les pharmaceutiques, je veux dire, Gaétan Barrette ne faisant aucun cas de nombreuses pénuries de médicaments et des prix exorbitants de leurs pilules, a décidé de leur en donner encore plus aux frais de la population. Ce qui veut dire, à l'avenir, les compagnies pharmaceutiques pourront aller dans nos hôpitaux. Écoutez bien, là. Puis je vais vous raconter une petite histoire après qui m'est arrivée à moi. OK? Dans nos hôpitaux publics et recueillir plein d'informations sur les patients et leurs maladies afin de tester leurs produits, etc. Écoutez, là, les hôpitaux deviendront un bar ouvert et un buffet à volonté pour les multinationales pharmaceutiques, un terrain d'expérimentation gratuit avec plein de cobayes. Et tout ça, c'est gratos. Qui c'est qui dit allez, ça? Vous là, c'est Lauzon, ça. Oui. Lauzon, ça, c'est Lauzon. Là. Non, mais okay. ça c'est pas le ministre, là. Attends, non, mais le ministre n'a pas dit ça comme ça. Mais, je vous le dis, là, c'est ça qui s'en vient. ça clash ce qu'il dit, mais je vous le dis, c'est ça. C'est déjà comme ça, la crise des opioïdes. Exactement. Ils ont investi à Pennsylvanie. Je l'ai même pris en note. Il termine. Allez, vous n'avez qu'à vous servir dans les biens et services de la population. On parlait, je vais raconter une petite histoire qui m'est arrivée. À un moment donné, moi, je faisais une pneumonie et je suis allé consulter. J'étais allé à ma clinique du coin qui est pas loin, qui est une clinique publique. Et je fais la file d'attente. J'ai attendu plusieurs heures. À cette époque-là, ça fait à peu près 6-7 ans de ça. Et puis, quand vient le temps d'aller dans le local où le médecin est supposé de venir me rencontrer, il y a comme je pose un genre de banc avec un papier dessus. Là. Je sais pas comment qu'on appelle ça. C'est pas c'est un lit de médecin. C'est un lit de médecin, c'est pas tout à fait un... En tout cas, c'est ça. Un lit de médecin avec un... C'est pas très confortable, mais finalement. Fait que moi, je suis assis là-dessus, je me sens vraiment pas bien. Et puis, j'ai beaucoup de difficultés à respirer, je tousse. Et puis là, je vois-tu pas dans le... Parce que là, il y a des madames qui travaillent, des secrétaires, des infirmières qui sont là, qui prennent des notes. Et puis là, il y a une madame qui rentre en tailleur, une belle madame, là, tu sais, puis elle s'adresse à tout le monde, elle parle leur prénom. C'est vraiment, là, elle les connaît. Moi, je pense que c'est un médecin qui vient d'une autre place ou qui vient... Il voit un stagiaire. Oui, c'est ça. Là, je me dis ça. Mais moi, je m'étais informé quand même. J'avais lu des livres par rapport à ça, par rapport aux pharmaceutiques qui étaient incrustés dans le système public. Oui. Et là, je me rends pas compte. Elle parle à une médecin, elle l'appelle par son nom, je me rappelle plus de son nom, c'est pas grave, mettons Francine. Hey, salut Francine, ça va bien, là? Tu sais, là, pour la conférence, là, puis la fin de semaine, là, à Saint-Sauveur, là, pour tel médicament, là, je me rappelle plus lequel, là. Toi, tu prendrais-tu celle-là ou celle-là? Ah non, moi, je peux pas cette fin de semaine-là. C'est l'autre, je pourrais aller à l'autre. Et écoutez, là, tout était payé. Copinage. Ça, c'est du copinage. Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était la représentante de la compagnie pharmaceutique qui était rentrée. Tu sais, nous, là, comme citoyens qui payons nos taxes, là, on peut pas rentrer là. Non. Elle est rentrée, là. Puis, comme si de rien n'avait, elle connaît ça tout le monde. Là. Ouais. Ça, c'est une expérience personnelle. Là, voilà. Je suis sûr que ça arrive partout. Là. Ça, c'est un autre exemple dans le fond... Du copain-copain. Du copain-copain avec les pharmaceutiques. L'intrusion de ce lobby-là à l'intérieur du système de la santé. Exactement. Et pour en venir encore un petit peu, je parlais des sciences de la vie, je vous citerai peut-être un autre paragraphe de monsieur Léopold Lauzon, qui dit « Oh, pardon, je m'excuse, afin de mieux vous vendre sa patente, en parlant de M. Barrette, le ministre Barrette ne prononce pas le terme industrie pharmaceutique, pour en venir aux sciences de la vie que je disais tantôt, mais bien celui du secteur des sciences de la vie. » On parlait comment on dit ça? Euphémisme. Un euphémisme, c'est ça. Je vous l'ai dit, pour Barrette, le contenant importe plus que le contenu, ce qui lui fait dire n'importe quoi. Science de la vie, ça sonne mieux à nos oreilles que compagnie pharmaceutique, parce qu'effectivement,
les pharmaceutiques, on a souvent, ça c'est rendu péjoratif, fait qu'on Tu vois, utilise un autre. moi, si je suis chef de parti, là, par exemple, là, j'empêche tout genre de mots comme ça, les mots valises, le politiquement correct, là, je le bannis. C'est ça. Et si par exemple, si j'étais chef de parti, là, par exemple, puis que j'avais un député, un candidat plutôt, là, quelqu'un de mon équipe qui faisait ça une deuxième fois, je le virerais automatiquement. Ouais. Donc moi, c'est ma guerre la plus totale, ça. Et sciences de la vie, qu'ils aillent donc s'en faire cuire 2 heures. Et là, dans la conférence, ce qui est ressorti aussi, c'est que dans le fond, le Québec, parce que Léopold Lauzon, ce qu'il dit, c'est que dans le fond, M. Barrette disait, ben là, ici au Québec, il faut être plus ouvert pour les pharmaceutiques. Mais il reste combien de temps? Il nous reste 2 minutes, fait que je me demandais si ça te tentait de nous aborder... Oui, ben je pense que je vais arrêter ça là pour ta recette du bonheur. Oui, c'est ça, la recette du bonheur. Moi, je vais te parler de bonheur. J'ai besoin de bonheur dans ma vie. Oui, c'est ça. Ben en fait, je voulais pas juste vous laisser sur une bonne note avant le congé. Le mot-clé, science de la vie au lieu de pharmaceutique. Allez tout le monde, on répète ensemble, nos chers auditeurs de Radio Infocité. Science de la vie. Science de la vie. Répétez après nous. La science qui est revenue, qui est la... Comment on dit ça? C'est la nouvelle religion, les sciences. Rincer et répéter. Et moi, ma recette du bonheur pour le temps des fêtes, moi, j'irais avec une citation du Dalai Lama, le 14e, qui dit que le bonheur, c'est ce qui caractérise tous les êtres humains, c'est la recherche du bonheur. Et ce qui caractérise tous les êtres humains aussi, c'est l'évitement de la souffrance. Et peu importe qui on est, la recherche du bonheur, là, que tu sois riche, que tu sois pauvre, c'est ce que les gens veulent. OK? Et moi, je veux juste... faut qu'on sorte du processus ou du... tu sais, de l'esprit de l'offre et de la demande pendant le temps des fêtes. Je pense qu'on doit donner beaucoup plus parce qu'on sait que le don de soi, que ce soit en temps pour soit un parti politique en militantisme ou aller, comme moi j'ai fait il y a 2 semaines avec mes enfants, on est allé ramasser les denrées pour la guignolée. Puis, tu sais, on a pris du temps avec nos enfants pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on faisait ça. C'est prouvé scientifiquement, quand on donne, il y a une partie de notre cerveau il y a une partie au niveau du plaisir qui est sollicitée quand on fait des bonnes actions. Fait que moi, j'invite les gens à donner et offrir... puis passer du bon temps. Non, mais attends, parce que ça une petite dose de sérotonine. C'est ça, la dopamine ne chute pas trop. Dopamine et sérotonine. C'est ça, tu peux devenir addictif, puis là, trop donner, puis te ramasser avec rien. À ce moment-là, tu te replies sur l'endorphine. Viens de chien! Viens de chien! Touche pas mon idole! C'est ça. Puis moi, je voudrais inviter le public à prendre, pas juste à donner. Prenez votre place, prenez ce qui vous revient de droit, puis levez-vous debout, puis ayez pas peur. Affirmez-vous. Ayez pas peur de gueuler, même s'il y a du monde qui vous regarde bizarre, sentez-vous pas mal, OK? Parce que vous le faites souvent pour des causes nobles. Vas-y, termine. Et aussi, je voudrais aussi qu'on prenne le temps aussi de se recueillir et... Le prof de yoga à moi, on ne parlera pas de méditation, mais au moins de se recueillir et réfléchir à au beau cadeau que notre Philippe Noël voudrait nous donner là, pour les prochaines élections. Là, les beaux cadeaux du Père Noël, de M. Père Noël Couillard. Écoutez, moi, je vous invite peut-être à, si vous avez un petit peu de sous, là, allez acheter le livre, un cours d'autodéfense intellectuelle de M. Normand Baillargeon. C'est un bon petit livre. Allez en acheter une couple d'exemplaires, puis donnez ça à des gens qui sont dans votre famille. Là, tu me parles de fasciste. Baillargeon, c'est un fasciste qui est contre l'intersectionnalisme. On parle beaucoup de mots qui sont dilués, les dommages collatéraux, les trucs comme ça. Fait que c'est ça aussi, le rapport avec notre nourriture doit un petit peu, pendant le temps des fêtes, prendre le temps. Là, je pense que j'ai fini. Termine okay, ta oui, pensée. c'est ça. Faire attention. La modération a bien meilleur goût. Écouter son corps. Si on a plus faim, il faut arrêter. Boire plus d'eau si on prend plus d'alcool. Si on prend de l'alcool, on boit toujours plus d'eau qu'on prend de l'alcool. Ça va être beaucoup mieux pour votre santé pendant le temps des fêtes. Et j'aurais plein d'autres choses à dire, mais... Boire de l'eau! On boit de l'eau, on s'hydrate comme il faut. Merci, mon Eric. Écoute, on est content. Le Père Noël est très heureux. Joyeux Noël, tout le monde! Bonne année! Merci à vous. Alors, on part
sur une pause publicitaire et on vous revient avec notre chroniqueur sportif, Bob Siroir. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi, à 21h, joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi, 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry. Vous écoutez radioinfocité.com. Et c'est le moment de la mise au jeu avec nul autre que notre joueur de la Ligue nationale, et j'ai nommé Robert Sirois. Salut Bob! Hey, salut les gars, salut aux auditeurs. Salut. Et puis, Salut. Cette semaine, j'ai eu pas mal d'actions depuis, ça a commencé jeudi passé. Écoute, toute une controverse, donc depuis plusieurs jours déjà, autour d'une citation de Enrico Ciccone, un goon, qui était pour le Canadien de Montréal autour de 2000-2001, si je me souviens. Là. Donc, il est allé d'une citation à l'emporte-pièce à 91-9, c'est ça, la radio? 91-9, le poste de sport continu à Montréal, le poste de radio, avec Jean-Charles Lajoie et un paquet d'autres de Georges Larac. Et il t'a fait une attaque en règle et il a attaqué les athlètes québécois, hein? Dans cette citation? Ben, écoute. Tu nous remettre ça en contexte? La semaine passée, il a fait le commentaire suivant. OK. Je défie tous les Bob Sirois de ce monde. Là, je pense qu'il y en a juste un, là, Bob Sirois, là, de ce monde, là, au Québec, du moins. Là. Je défie tous les Bob Sirois de ce monde de me regarder dans les yeux et de me dire qu'une équipe Québec serait compétitive au championnat du monde de hockey junior dans le temps des fêtes. En gros, c'est ça. Il baisse dans mon estime, lui, là. Tout un sans dessin. Là, c'est... puis, écoute, c'est... Oui, sans dessin là-dessus, mais Enrico, je le connais bien. C'est un gars que, moi, comme vous savez, j'ai mis sur pied l'agence de joueurs de hockey Prospect avec Jules Lupien, puis Enrico a été un de nos premiers clients, okay. Avec Donald Audette, Martin Brodeur, plusieurs autres. Et puis, il a toujours été satisfait de nos services, il est resté avec l'agence tout le temps. Puis après sa carrière, pendant qu'il étudiait pour devenir avocat, alors c'est pas vraiment un sans dessin. Il a eu son diplôme, je veux dire, il a tous les papiers pour être avocat, il s'en sert pas encore. Alors, il n'y a jamais eu de conflit entre moi et lui. Mais, comme tout bon fédéraliste, ben, les équipes Québec, c'est pas bon.
Et puis, écoute, je sais pas quelle mouche l'a piqué, là, ça a commencé jeudi passé. Ça, c'est à la radio, avec Martin Leclerc. Martin Leclerc, si vous vous souvenez bien, c'est un gars qui était journaliste au Journal de Montréal. Après le lockout, il a quitté le Journal de Montréal, il a travaillé pour Radio-Canada longtemps. Maintenant, il est employé par la Ligue nationale de hockey, pour le site Internet, tout ce qui est en français sur le site Internet de la Ligue nationale de hockey, c'est Mario Leclerc. Et puis, Mario, il défend souvent les Québécois. Puis, il a défendu les Québécois à son émission. Mais, tu sais, le gars qui a le micro, c'est Enrico, puis il l'a pas laissé parler trop. Alors, cela dit, notre Enrico, ça, c'est sa première déclaration. Le commentaire, là, je défie les Bob Sirois de ce monde de me regarder dans les yeux, de me dire qu'une équipe du Québec serait compétitive au championnat du monde de hockey junior. Ça, c'est pas pire. Ça commence avec ça. Aujourd'hui, Radio-Canada, puis lui, il écrit aussi pour Radio-Canada. Là, il a décidé qu'il y allait là, avec un article là-dessus, mais là, il a enlevé le nom de Bob Sirois. Il a juste dit que je défie quiconque. Là. Bob Sirois est devenu quiconque. C'est ordinaire. Il n'a pas marqué les Bob Sirois de sa monde. Là, à la fin, il écrit « Bien sûr, j'aimerais voir une équipe nous représenter au plus prestigieux tournoi junior, mais je détesterais les voir se faire humilier comme la Lettonie, le Bélarus, Biélorussie, là, le Bélarus, là, l'Allemagne, la Norvège et le Danemark, malgré que ce dernier a remporté un match en prolongation l'an dernier. Et en gros, là, pour lui, là, on est comparable à la Lettonie, à la Biélorussie, l'Allemagne, la Norvège et le Danemark. Et le Bangladesh. Moi, la semaine passée, quand ça a sorti, cette affaire-là, j'ai écrit sur Messenger. Je dit, écoute, Enrico, invite-moi à ton émission, on va en discuter. Là, de ça, là, si tu t'adresses à tous les Bob Sirois du monde, je vais te répondre. Fait qu'il m'a jamais répondu. Je sais qu'il a vu le commentaire. Là, j'ai vu ça apparaître tantôt, puis de toute façon, j'étais en train de me préparer à y répondre. Puis la réponse que je vais vous lire est sur le site de Radio-Canada, où ce qui a écrit son article aujourd'hui, et sur sa page à lui, parce qu'il a fait la promotion de son article de Radio-Canada, et sur la page de la Fondation Équipe Québec et sur la mienne. Là, ça commence. Mon cher Enrico, mon cher ami Enrico, suite à ton commentaire où tu défiais tous les Bob Sirois de ce monde de te regarder dans les yeux et de te dire qu'une équipe Québec serait compétitive lors des championnats du monde de hockey junior dans le temps des fêtes, je te réponds tout simplement, oui, elle serait très compétitive. Là, je continue. Est-ce que ça veut dire de remporter une médaille chaque année? Non, mais certainement être capable de compétitionner avec toutes les nations participantes. Il y a 10 nations qui participent à ce prestigieux tournoi. Avant d'argumenter avec toi, laissons parler des chiffres. Les statistiques sont une des composantes essentielles du sport pour pouvoir discuter de cet important sujet. Là, je descends ça. Présentement, dans la Ligue nationale de hockey, il y a plusieurs nations de représenter. Le Canada en a 391, mais il y a 52 Québécois, ça fait 339. Les États-Unis, 218. La Suède, 84. Le Québec, 52. On est en 4e. On est la 4e nation, là. Oublie la Lettonie, là. La Finlande, 5e nation avec 37. Tchèque, 35. Russie, 34. Suisse, 14. Slovaquie, 9. Tout ça. Là, Enrico, je réponds à Enrico. Bien sûr, j'aimerais voir une équipe nous représenter au plus prestigieux tournoi mondial junior, mais je détesterais les voir se faire humilier comme la Lettonie, le Bélarus, l'Allemagne, la Norvège, le Danemark, etc. Excuse-moi, Enrico, mais de comparer une formation du Québec à ces 5 nations est une insulte au peu d'intelligence que j'ai. C'est une remarque digne des pires préjugés et indigne d'un analyste de hockey d'ici. Mon cher Enrico, des 52 Québécois qui jouent présentement dans la Ligue nationale de hockey, il y en a 23 qui sont âgés de 23 ans et moins. On s'entend alors pour dire que si l'équipe Québec junior existait, tous ces joueurs auraient porté les couleurs du fleur de lys lors des championnats de 2013, 14, 15 et 16. Maintenant, c'est à mon tour de te regarder droit dans les yeux
et que tu me dises sans rire que la Norvège, avec aucun joueur dans la Ligue nationale, que l'Allemagne, avec un seul joueur âgé de 23 ans et moins, que la Biélorussie, avec aucun joueur dans la Ligue nationale de hockey, que le Danemark, avec 2 joueurs de moins de 23 ans dans la Ligue nationale de hockey, sont comparables à une équipe Québec. Est-ce que nous sommes de ce calibre? Il faut arrêter immédiatement tous ces préjugés contre les hockeyeurs québécois qui sont véhiculés depuis des décennies dans le petit univers des analystes et décideurs de ce sport. Là, je lui rappelle que, d'autres points importants, l'année dernière, dans la Ligue américaine, il y avait 89 Québécois qui jouaient là-dedans, puis il y en a 58 qui sont âgés de 23 ans et moins. Alors, je termine. Pour tous les Enrico Ciccone du monde qui pensent ou qui disent que le Québec ne peut pas participer dans les championnats du monde et être compétitif, je réponds, entre parenthèses, bullshit. Le Québec au hockey junior peut être aussi compétitif que la Suède, la Finlande et la République tchèque. Laissons le Canada, les Américains et les Russes se battre entre eux. Mais qui sait, parfois, nous pourrions surprendre plusieurs. Ce qui manque présentement pour avoir une plus belle représentation dans la LNH, c'est quelques joueurs québécois exceptionnels. Mais ça, ce n'est pas que Québec qui les forme, c'est inné pour ces individus. Après ça, je lui donne un petit cours 101 de géopolitique sportive que vous connaissez toutes, là, que le Québec comme nation peut participer dans les championnats du monde avec des preuves. Fait que c'était ma réponse, Enrico. Excellent. Écoute, c'est vraiment, là, tu envoies direct d'un dent. T'es solide, c'est ça coche. Écoute, vraiment, là. Bravo. Là, regarde, là, à un moment donné, il faut arrêter, là. Ah, absolument. Écoute, moi, je trouve ça ridicule. Je comprends pas que... Ben, écoute, tu peux... Moi, malgré... Non, ils en veulent pas. Les gars, là, moi, je vous l'ai dit souvent, les gars, il n'y a rien de pire que les Québécois pour planter les Québécois. Ça n'a pas de maudit bon sens. Bob, pour bien comprendre ça, il faut lire la petite loterie de Stéphane Kelly, qui montre comment, au début de la Confédération, on a une élite qui fait tout pour nous écraser, juste pour être capable d'aller chercher des miettes du Canada. Donc, c'est la même chose que fait Enrico Ciccone, c'est-à-dire il écrase tout le Québec. Comme les autres le font, ils écrasent le Québec pour avoir la petite place. Par exemple, je pense à Bouchard, là, qui a sa petite place, là, lui, au sein de l'équipe nationale. Donc, c'est sûr et certain qu'il va la jouer très canadien parce qu'il veut sa petite place, là. Donc, c'est ça la petite loterie que fait jouer le Canada, la petite loterie coloniale pour les Québécois. Écoute, les 23 joueurs qui sont dans la Ligue nationale présentement, là, il y en a 52 Québécois, mais les 23 Québécois qui auraient pu participer dans une équipe Québec au hockey junior dans les 4 dernières années, là, quand ils étaient tous en bas de 20 ans, là, dans ces 23-là, là, il y en a 9 qui ont plus de 20 points dans la Ligue nationale de hockey présentement, dont un qui en a 34. On a 3 joueurs qui ont 1 point par match. Il n'y a pas une crise de médias ici au Québec qui en parle. Et voilà. Il y en a pas un qui en parle. Dans les années 80, dans les années 90, ils en parlaient, ils étaient tous fiers de Robitaille ou de d'autres joueurs. Mais les Marchessault de sa monde, puis plein d'autres joueurs, ils n'en parlent pas. Ils veulent pas en parler. Il y a une autre chose qui m'étonnera toujours de cette petite clique radio, mettons, pour le sport, au sport, de petite clique de sport au Québec, là. C'est que ce que je comprends pas, c'est qu'ils ne voient pas quelque chose qui est tellement évident. C'est-à-dire, une fois que tu as des équipes nationales, puis on parle que des équipes nationales, là, mais si on prend juste les équipes nationales, imagine-toi combien plus de joueurs que tu as ensuite dans la Ligue nationale. Parce que ça forme, ça. Tu sais, tu as une équipe nationale, tu as besoin de l'avoir à l'œuvre presque tout le temps, là, pas juste dans les tournois. Donc, c'est un projet qui est toujours en mouvement. Tu as besoin de combler des postes. Donc, les postes, tu dois les remplir. Les gens qui sont là ramassent une expérience. Puis là, à un moment donné, tu les vois dans la Ligue nationale. C'est comme ça que ça se passe. Ah ouais. Écoute, regarde, Jonathan Huberdeau, là, en tout cas, 24 ans, il a 32 points, il a 30 matchs de jouer, il a plus qu'un point par match. Marchessault, 26 games de jouer, 26 points. Christopher Latin, qu'on n'entend presque pas parler cette année, il a 24 points en 32 games. Puis nos journalistes ici disent, il tire ça à la fin. Tu sais, ça à la fin, troisième défenseur. Tu viens de parler Bob, tu viens de parler de Christophe Latin. Tu sais que je pense que c'était là 2 ans quand les Pingouins avaient gagné la Coupe Stanley, en tout cas 2 ou 3, là. Moi, je trouvais, en tout cas, j'avais vu les matchs et je trouvais que c'est le temps qui méritait d'être le joueur des séries. Puis, de le dire, c'est une chose, de le penser, c'est une chose, mais sur les fameux réseaux sociaux, tous les Québécois n'étaient pas d'accord avec ça parce que, selon eux, ça devait être Crosby. Puis,
il y a 2 points là-dessus que je veux dire. C'est que c'était pas normal de ne pas trouver un Québécois qui pensait comme moi, parce qu'il y avait vraiment... Sans le temps, on oublie ça cette année-là. Et l'autre point, c'est même si de ne pas avoir trouvé une autre personne au moins un peu chauvin dans ce sens pour dire « Hey, écoute, j'embarque dans ça, moi. » C'est comme un anti-chauvinisme qui est crasse pour moi. C'est pour ça que j'ai toujours aimé quelqu'un qui est un peu plus là, chauvin que quelqu'un qui, au contraire, trouve toujours que c'est les autres qui sont meilleurs. Et là, c'était Crosby. Ben non, Crosby. Mais c'est quoi le problème? Honnêtement, c'est quoi le problème entre encourager notre monde avant d'encourager les autres? Qu'est-ce qu'il y a de mal à valoriser le monde de chez nous avant de valoriser les gens d'ailleurs? On saillit à ce point-là, nous autres, les Québécois, les Canadiens, les Français, on se déteste à ce point-là. On est rendu là. Mon père, un Américain, mais qui parlait très bien français, quand il parlait des Canadiens français, il disait des maudits Canadiens. Il les appelait les Canadiens. Ça n'a pas de colonne, les Canadiens. Ouais. Pas les Français. Ouais. Là, c'est un Franco-américain qui disait ça. Il avait raison. Regarde-nous depuis le référendum de 95. Ah, c'est effrayant. C'était la déchéance totale. On descend. Il reste, tu sais, dans le monde indépendantiste, si tu regardes la gang de Québec solidaire, une bonne gang là-dedans plante les Québécois de tous les bords, de tous les côtés, nous traite de racistes, de xénophobes, repliés sur nous-mêmes, un paquet d'affaires. Des Québécois, là. Puis ils parlent qu'ils veulent devenir indépendants. Il n'y a rien qui fait du sens maintenant avec tout ce monde-là. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais tu parlais de ton père franco-américain. Un des présidents de la Société Saint-Jean-Baptiste, c'était un dénommé Bernier. Puis lui aussi, il était né aux États-Unis. Bon, c'était un franco-américain qui a fini par redéménager sa famille au Québec pour justement qu'elle ne perde pas le côté français, le côté canadien, tout ça. Et lui avait une compagnie de textile. Puis, à un moment donné, il demandait à des gens d'aller qui travaillaient pour lui, d'aller vendre du stock aux États-Unis. Il disait « Ah, mais je peux pas y aller, je parle pas anglais. » Il dit « Il parle le langage de l'argent, vas-y, il n'y a pas de problème, ils vont te comprendre. » Puis plus que ça, il trouvait que les Canadiens français ici, les Québécois, essayaient de pénétrer ce qu'on appelle la clique d'affaires anglo-juive de Montréal. Puis là, forcément, il n'était pas capable de la pénétrer. Et lui, avec son associé, à un moment donné, il a convaincu son associé, puis il a dit « Non, c'est pas compliqué, là, t'as pas besoin de passer par eux autres. Tu t'en vas chercher directement la machine aux États-Unis. » Pourquoi t'attendrais après cette clique-là de petits Anglais ici à Montréal? Donc, il partait, puis il a acheté sa machine, puis il a monté son entreprise. Il est même allé jusqu'en Irlande un moment donné pour aller les chercher. Il n'a pas besoin de passer par cette clique-là. Donc, vois-tu, c'est ça, on est inféodés. Quand on leur sert souvent à ces Enrique, comment ça s'appelle? Enrico Ciccone de ce monde-là, on leur sert souvent l'argument comme quoi ils sont des colons, des colonisés. Mais souvent, c'est pris comme encore un nationaliste, c'est Palatis qui parle. Là, mais moi, je suis certain que si tu parles à Ciccone, il va te dire que c'est un Italien, il n'est pas un Québécois. Il est un Canadien italien. Non, c'est un Québécois. Là. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça, être colonisé. Bon, Québécois, francophone, fédéraliste, libéral au bout. Parce que moi, regarde, un peu sur l'article, il parle, il dit que pour lui, le Québec, c'est français partout, puis il veut être servi en français. Écoute, il est allé avec une grande déclaration de nationalisme québécois quelque part, mais il ne parle pas de l'indépendance. Oui, mais tu sais, c'est ça, là, quand on dit des Québécois que nous sommes colonisés, tu peux être souverainiste aussi, là. Tu pourrais même être nationaliste puis être colonisé. C'est une idée, comme l'idée que je voulais avancer par cet ancien président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Ben écoute, il nous trouvait tous colonisés. C'est-à-dire, être colonisé, c'est être paralysé. C'est-à-dire que tu as, par exemple, là, imagine-toi un chien que tu aurais conditionné par une cloche qui a très faim à ne pas prendre la bouffe qu'il y a dans le plat qui est devant lui, pour attendre après ce que le maître lui donne. C'est ça, être colonisé. Oui. Eh bien, écoute, là, on va tomber sur mon deuxième sujet. Ben, vas-y. Puis là, vous allez être complètement mélangé sur tout ce qu'on vient de dire. Ah oui, donc? Mais il y a une raison. Mélange-nous. Fait que, encore une fois, là, c'est moi qui ai parti ça. En fin de semaine, sur ma page Facebook, j'ai dit, écoute, va pas trop bien sur ta déclaration de Batman. J'ai écrit mon statut, c'est que un genre de
demande à Québécois, au maire de Québec ou à des gens d'affaires, regarde, de voir la possibilité d'obtenir une franchise pour la ville de Québec, les Nordiques de Québec, dans la KHL. KHL, c'est la Ligue continentale russe, mais plus nécessairement russe, il y a quand même 7 autres pays dans cette ligue-là. Alors, écoute, 90%, juste sur ma page à moi, j'ai eu pas loin de 250 partages, plus de 400 commentaires, 300 quelques j'aime, mais ça été repris par un blogueur de RDS, où ce que lui est rendu à 2110 partages. Et puis, le plus important là-dedans, c'est pas tellement qu'est-ce que j'ai écrit tout ça, c'est d'aller lire les commentaires. 90% des gens sont d'accord. Puis 90% des gens qui écrivent là-dessus, et puis là, on parle de fédéralistes de tous les gens, là, sont tous d'accord, puis ça nous prend une équipe de Québécois, puis ça nous prend ci, puis ça nous prend ça, puis Batman c'est un pourri, puis il ignore Québec, n'importe quoi. Je te le dis, 90% positif. Donc là, à partir de là, je me dis, coudonc, je me trompe pas. Le sport, c'est rassembleur, les boys, pour le Québec. Absolument. J'arrête pas de le Définitivement. dire, mais la preuve est là. Là, il n'y a pas de critique là-dessus, ça gueule tout. C'est pas juste du monde de Québec, là, c'est de partout. Partout. Ah, écoute, moi, je pense que c'est... On en avait parlé, c'est-tu la semaine passée, il y a 2 semaines, justement, de la KHL. Je t'en parlais de ça, puis je te disais, pour moi, à mes yeux, c'est le pas suivant logique face à une rebuffade de la Ligue nationale, et plus particulièrement de Gary Bettman. Pour moi, ça s'impose naturellement. Ne serait-ce comme un argument de contrepoids pour mettre ça d'en face à Bettman pour y mettre de la pression. Sinon, écoute, une réalisation complète. Et Québec, donc, qui vise ce nouveau marché-là, en se ramassant ainsi avec la KHL. Et la KHL, tu me parlais de 7 pays. T'en as-tu quelques-uns comme ça que tu peux nous nommer, hormis la Russie, là? Qui fait partie de ça, oui, sais-tu? Certainement, les gars, je m'en viens avec ça. Je vais vous les nommer, là, sans aucun problème. On va commencer avec, naturellement, la Russie. Mais après ça, t'as la Finlande. Ensuite, c'est un peu, là, voyons ce qui est rendu. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. L'Azerbaïdjan. Hein? Des ex-républiques soviétiques, là, genre le Balouchistan. c'est disparu là, sur ma page, mais voyons là. Mais de toute façon, écoute, moi j'ai une question pour toi, Bob. Il était paru un texte. Là, je t'en ai nommé, t'as la Chine, la Russie, la Slovaquie, la Finlande, t'as la Lettonie, t'as l'Ukraine, t'as le Kazakhstan qui est là-dedans. Là, je t'ai dit de mémoire, la Slovaquie, je vous l'ai dit, il m'en manque un autre, là, qui est un autre petit pays collé à la Biélorussie. Mais là, eux, leur vision de la KHL depuis longtemps, ils visent, eux, les grandes villes de l'Europe. Une grosse ligue. C'est-à-dire qu'ils vont éliminer les plus petits marchés qu'ils ont en Russie. Ils ont beaucoup trop d'équipes en Russie. Les petits marchés de Russie, là, il y a Milan qui vient de faire application. Puis moi, je sais qu'à Milan, ça fonctionne très bien. Le hockey, quand je jouais à Lugano, on avait des foules de 10 000, nous autres, à Lugano. Mais j'allais voir la ligue italienne. Et puis, à Milano, l'aréna de 12 000 sièges, c'était bien plein. Ça, on ne sait pas, nous autres, qu'est-ce qui se passe ici. Non, c'est ça, on n'a aucun écho. Paris Saint-Germain, quand ils ont eu la Coupe de France l'an dernier, il y a 17 000 personnes à Paris pour la Coupe de France. Mais tu as des bassins de population qui vont avec aussi, Bob. Là. Écoute, tu parles de la France, tu parles d'un pays de 70 millions de personnes, tu parles de l'Allemagne, c'est 80 millions. Les Russes sont autour de 150 millions de personnes. C'est 300 millions aussi. Là, juste la Russie elle-même, c'est plus 150. Mais si tu calcules peut-être les autres républiques. Oui, c'est ça, avec l'ex-Union soviétique. Plus de l'ancienne URSS. C'est ça, URSS, c'était 300. Oui, tu as raison. Et donc, mais eux, à long terme, c'est ça. Puis c'est certain que, écoute, chose que je peux vous dire, c'est que l'ambassade russe a le mandat de la KHL de voir les possibilités d'installer une équipe à Québec. Mais justement, sur cette question-là, il n'y avait pas paru un texte qui disait, je ne sais pas si la source était sûre, là, que la KHL a comme craint
d'être juste comme un effet un outil de négociation. Un outil de négociation pour faire peur à la Ligue nationale, là, puis dire, bon, ben, si vous ne nous prenez pas dans la Ligue nationale, on s'en va ailleurs. Donc, ce qui empêcherait peut-être la KHL de prendre au sérieux une éventuelle demande d'entrer dans la Ligue. Écoute, je pense que ça, c'est plus l'avis d'un journaliste oui, qui a probablement. Oui. Un blogueur là, qui a pensé ça. Moi, je me souviens au tout début de la Ligue mondiale, là, c'était un peu ça. C'est des villes qui n'étaient pas satisfaites d'être acceptées par la Ligue nationale de hockey. Puis qui ont... il y en avait plusieurs. Fait qu'à partir de là, il y a un dénommé Dennis Murphy. Dennis, un gars que je connais bien, monsieur que je connais bien, qui est rendu, il a passé 90 ans. C'est lui qui avait parti le roller hockey aussi, la Ligue de roller hockey. Ah oui. Puis la Tennis Association aussi. Et puis, c'est même la Ligue mondiale, l'Association mondiale a commencé à cause du mécontentement d'un certain nombre de villes. Fait que la KHL, je sais pas, tu sais, écoute, l'ambassade russe, on sait tous que, en tout cas, je sais pas si vous le savez, mais la KHL, cette ligue-là, le grand financier là-dedans, c'est les pétrolières russes. Puis oui, on sait qu'il y a de la mafia là-dedans, de toutes sortes d'affaires, mais dans la Ligue nationale de hockey, il y en a eu aussi des mafiosos. Ce sont ben oui. Qui ont fait de la prison, incluant le président de la Ligue nationale de hockey qui avait suspendu Maurice Richard. Non, mais c'est vrai. Et Campbell est accusé. Colin Campbell. Il n'a pas été longtemps en prison, mais il aurait dû passer un 10 ans certain. L'ancien propriétaire d'Edmonton, la même chose. L'ancien propriétaire des Kings de Los Angeles aussi. L'ancien propriétaire des Penguins de Pittsburgh aussi. C'est tout et l'ancien propriétaire des Kings de Los Angeles, lui, il avait été chercher un prêt de 50 millions. Il avait donné en dépôt sa collection d'or. Sa collection d'or valait zéro. C'était des faux. C'est lui qui avait été chercher Gretzky pour là. Tu regardes même dans le baseball, les Bronfman, ils ont fait leur argent avec Seagram en faisant du commerce avec Al Capone dans le temps de la Prohibition. Ah, ouais. Puis, oui, mais j'ai lu très peu de commentaires négatifs, puis ceux qui étaient négatifs, c'était même pas le fait. Puis les gens étaient tous, une équipe avec des Québécois, 10, 12, 15 Québécois, let's go. Ben oui. Mais je reviens au nombre. Je te le dis, c'est 90% des commentaires qui sont positifs. Non, mais les Québécois qui sont indépendantistes, les nationalistes, ça rejoint tout le monde, ça rassemble tout le monde. Donc, je te le dis, le jour qu'on a une équipe du Québec au hockey, t'as un paquet de fédéralistes mous qui vont devenir complètement des indépendantistes, des nationalistes fiers du Québec. Et puis, si on a ça au soccer, puis on a ça dans les grands sports mondiaux, ben regarde, ce sera pas long de passer un référendum ou n'importe quoi d'autre, mais d'avoir une majorité de Québécois qui veulent l'indépendance, qui s'identifient au Québec. Mais présentement, il y en a trop qui ne s'identifient plus à notre fleur de lys. T'as vu le texte de Mario Leclerc, finalement? De Martin Leclerc? Non, lequel? OK. Le texte s'intitule, parce que lui a réagi un peu de la même façon que toi, au propos d'Enrico Ciccone. Équipe Québec, un sujet sportif tabou. Ça a été publié pas plus tard qu'hier, lundi 11 décembre 2017, Radio-Canada. Donc, tape Équipe Québec, un sujet sportif tabou. Lui, en gros, si je dois résumer, pour le bénéfice de nos auditeurs, on vous rappelle que vous êtes sur Radio Info-Cité en passant. Hein, des fois, on oublie de le répéter. L'émission Les Chiens Fous, animée par Christian Derry. Écoutez, Équipe Québec, bonsoir. Un sujet sportif tabou. Ben, c'est un texte où lui dit qu'on n'est pas assez mature, mais des deux côtés, parce qu'une fois que ça revient sur le tapis, ça se transforme en guerre entre nationalistes, indépendantistes et fédéralistes. Donc, il faudrait que tous les deux, on se calme. Il y a quelque chose de bon dans le texte, dans le sens qui dit que oui, ça pourrait être bon d'avoir des équipes Québec, mais toujours qu'il y ait en bon québécois, il ménage la chèvre et le chou, et il se lève au-dessus de la mêlée et là, essaie de montrer que c'est parce qu'on n'est pas assez mature, parce que ça se transforme tout de suite en guerre entre souverainistes et fédéralistes. Équipe Québec, un sujet sportif tabou. Absolument. Puis il faut être capable de passer par-dessus. Vas-y, termine. Mais il est un des rares qui, avant qu'il se présente pour le NPD, il frappait fort Martin. Mais après les élections, il a perdu, là. Il fallait qu'il se retrouve une job, et puis il était beaucoup plus tranquille. Mais là, il doit se sentir en bonne position avec
les différents médias pour lesquels il travaille. Fait qu'il revient en charge. Je l'aime bien, Martin. Des fois, il est bizarre, mais il est plus pro-Québec que bien d'autres. Il est pro-équipe Québec. Lui, il n'a pas à sortir de là. Quand il y a eu les Jeux olympiques d'hiver à Vancouver, il a fait un article qu'il avait sorti dans la presse. Pourquoi dans la presse? Il avait sorti à Radio-Canada dans la presse aussi, où ce qu'il avait dit, c'est bien beau, équipe Canada, mais mon équipe n'y est pas. Puis là, il a fait un article. Mon équipe n'y est pas, l'équipe Québec n'est pas là. Puis là, il parlait de tous les joueurs québécois qui auraient pu être là. Bravo! Oui, absolument. Hey, écoute, Bob, une excellente chronique. Comme tu en as pris l'habitude déjà depuis plusieurs semaines, on te remercie encore une fois de ta précieuse collaboration. Tu sais qu'on fait une pause pour le temps des fêtes jusqu'au mardi 16 janvier. Donc, 16 janvier, on commence la saison 2018 des Chiens Fous. Et donc, tu vas venir nous rejoindre de l'autre côté pour la nouvelle année. Et donc, on apprécie grandement ta collaboration en tant que chroniqueur au sein de l'émission des Chiens Fous, de t'avoir avec nous comme nouveau Chien Fou. Bon, ben, je te remercie beaucoup. Je souhaite un joyeux Noël, belle période des fêtes à tous les Chiens Fous et vos amis, votre famille, sans oublier tous nos auditeurs qui commencent à être beaucoup plus nombreux. Oui, absolument. Et joyeux Noël à toi aussi. On passe à une pause publicitaire et on revient pour le dernier segment de l'émission avec la chronique à fond de train de Claude Veilleux. Oh, merci, Bob, merci. Votre rendez-vous hebdomadaire de la semaine pour le point de vue international, national, d'un autre genre. Tous les mercredis 19h30 avec Richard Lehire et Alexandre Cormier-Denis. C'est Point de bascule. Ici François Saint-Louis. Je vous attends ce soir à 21h pour votre édition du Journal du Soir. Au menu, les grands titres du jour en votre compagnie. Venez nous faire part de votre opinion sur notre ligne ouverte. Je vous donne donc rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h, joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radio-infocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le Journal du Soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radio-infocité.com. Actualité politique, sport, le Journal du Soir avec François Saint-Louis, du lundi au jeudi, 21h. Vendredi, toujours le Journal du Soir, mais spécial fait historique. C'est un rendez-vous. Ici Bernard Landry, vous écoutez radio-infocité.com. Et alors, demande générale, mesdames et messieurs, oui, vous le demandiez, le voici, votre chroniqueur, Claude, on sort les vidanges à Veilleux. On sort les vidanges à Veilleux. Le prophète. Salut tout le monde. Salut mon Claude. Ça va bien. Oui, mon Claude. J'aimerais commencer de façon pas banale. Je vais commencer par toi. T'es jamais banal. Je vais demander à Éric Dubé. T'as écouté, parce que moi je l'ai pas écouté hier sur nos... C'était-tu hier sur nos ondes, ça?
Oui, hier sur nos ondes, on c'était avait... avec François Saint-Louis qui était à l'émission. C'était Jocelyn, je pense que c'était un Jocelyn Baudouin, hein, c'est ça son nom? Je me rappelle plus son nom. C'est un jeune de 26 ans qui est très allumé. Là. Moi, un militant d'Option nationale. Option nationale. D'abord, je veux juste dire, je voudrais te donner la parole, mais je veux dire aux auditeurs que je vais simplement utiliser Éric Dubé qui a écouté hier les ondes pour faire un petit résumé de ce qu'avait à dire Jocelyn Baudouin sur la fusion QS-ON pour que je puisse partir mon point ensuite. Il va m'instrumentaliser. Oui, c'est ça, je t'instrumentalise. C'est un mot qui est très cher d'ailleurs au vocabulaire d'un prof d'éthique et culture religieuse qu'on connaît ici à Donc, qu'est-ce qu'il disait à propos de cette fusion QS-ON? En fait, ce qu'il disait, c'est ce que moi j'avais déjà eu l'impression quand j'avais rencontré Sol Zanetti, comme quoi que même après les arguments que je lui avais emmenés, là, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, mais je disais qu'Option nationale s'était créée parce que le Parti québécois n'était pas assez résolument souverainiste. Et là, en créant une fusion avec Québec solidaire, qui est, à mon avis, encore moins souverainiste que le Parti québécois, je voyais pas la pertinence de ce geste-là. Et je voyais que Sol Zanetti était déjà campé dans cette idée-là. Je savais que c'était une question d'argent. Et le jeune en question, Jocelyn, je pense qu'il a été sur l'exécutif national. Là. Je ne me rappelle plus s'il n'avait pas été président ou quoi que ce soit. Jeune très allumé. Je pense qu'il va collaborer avec Radio Infocité. C'est l'impression que j'ai. Il est vraiment allumé. Là. C'est un jeune, c'est un avocat de formation. Et puis, lui, ce qu'il disait, c'est qu'ils ont quitté carrément le Congrès parce qu'ils trouvaient que ça avait été noyauté. Il y avait environ, je pense, 85 sur à peu près 300, même pas 300 membres qui étaient là. Ils ont, sur quoi? Sur combien de milliers, là? Il y en a, je pense, peut-être 2000, là. Moi, mais surtout 300 congressistes, il y en avait une centaine qui venaient juste de prendre leur carte. Là, oui, qui venaient de prendre leur carte, qui n'avaient jamais été membres d'ON, qui avaient milité pour ON. Et qui avaient le droit de vote. Donc, oui, et il y avait le droit de vote. Et ça a été dénoncé par à peu près 50 personnes, dont ce Jocelyn-là en question. Et puis, ça a été dénoncé aussi par Steve Fortin, que j'ai écouté la semaine passée ou la semaine d'avant, qui en a parlé, comme quoi que le mode on va dire le mode de scrutin, le fait de faire un congrès à Québec et de ne pas avoir donné la chance à tous les membres de voter pour un... Tu sais, c'est quand même pas banal, là, je veux dire... comme lui, Steve Fortin est membre, il reste en Outaouais, il ne pouvait pas être là. Il serait bien allé, mais c'est comme 5 heures de route. Là. Oui. Fait que ça, entre autres, et moi, je suis pas allé parce que je pouvais pas non plus. Et puis, je sais que je connais des gens qui ont été, et écoutez, ça a comme été un run de marée, c'est 91% là, pour. Là, fait que ça a vraiment été noyauté, ça a été dénoncé par 50 personnes, dont Denis Monnière et ce jeune-là. Donc, moi, je vais, une fois que tu as fait cet état des lieux, je vais tout de suite dire ceci. C'est-à-dire que là, tu me parles, puis je m'en doutais bien, j'ai vu ça aller un peu, là, mais bon, comme je ne suis pas membre d'Option nationale, tout ça, peut-être pas d'aussi près, donc j'avais besoin de tes propos pour mieux éclairer nos auditeurs et moi-même. Si je ne connais pas les détails, je sais comment ça fonctionne. Puis je veux juste être clair, Claude, moi j'étais membre d'Option nationale, j'ai milité au début, quand Jean-Martin Hossin était là, à un moment donné, j'ai vu que ça tournait en rond, là. Après ça, je me suis engagé ailleurs. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout de suite, je vois la technique Québec solidaire. Puis je vais faire le lien avec le sujet. Avant de revenir sur la fusion QS-ON, puis plus largement sur la chronique que je veux faire sur comment la gauche est en train de tuer l'indépendantisme, ça date pas d'ON puis de QS, ça date d'avant. Mais je voulais partir de là puis retourner en arrière. Mais pour te montrer comment c'est une technique syndicale, ça. C'est une technique syndicale puis c'est une technique que maîtrise très bien Québec solidaire pour noyauter puis être capable de faire passer son agenda. Je vais donner l'exemple qu'il y a eu avec notre fédération, parce que nous parlions de ça tout à l'heure en début d'émission. La Fédération autonome de l'enseignement dont je fais partie, il faut comprendre qu'une fédération, c'est une fédération de syndicats régionaux, d'accord? C'est une fédération qui est née d'un désaccord là, suite du temps de renégociation de notre contrat. Avec la centrale des syndicats du Québec. C'est ça, exactement. Donc, je ne ferai pas toute cette historique-là, mais je veux simplement parler de mon anecdote, personnelle. Qui va montrer qu'il va faire un lien avec cette tendance-là antidémocratique pour moi, mais moi, je ne suis pas genre
à pleurer là-dessus. C'est simplement que je le vois, je sais comment ça fonctionne, puis je vais dire honnêtement ce que moi j'ai fait par rapport à mon syndicat, par rapport à ça. Donc, j'étais délégué l'année où c'était encore le Parti libéral qui était au pouvoir. Et il y avait des rumeurs que les élections s'en venaient, que peut-être les sondages étaient bons, que le PQ allait l'emporter. Et c'est cette année-là où le PQ l'a emporté, mais est devenu minoritaire. Ouais. Donc, moi, pendant que je suis délégué dans mon syndicat de profs au régional... Au sein de la Fédération autonome de l'enseignement non, de l'FR. régional. OK. Nous, on est au sein de la fédération, mais je ne suis pas à la fédération. OK, tu parles le petit syndicat, je m'en dis de C'est shop, local, là, mais c'est local. On appelle ça un syndicat local. Ouais. Syndicat local, pas régional. Pour la commission scolaire. Mais on est fédéré à l'intérieur de la Exactement. Fédération autonome de l'enseignement. Et alors, je suis délégué. Puis, à un moment donné, notre président de syndicat nous soumet une proposition sur laquelle on doit voter, comme quoi le syndicat veut consulter ses membres, donc les profs, à savoir s'ils seraient d'accord avec un projet de laïcité. Ils voudraient nous consulter sur la laïcité au cas où un gouvernement prendrait le pouvoir et arriverait avec un tel projet, un projet de laïcité. Là, c'est juste en tant que rumeur, on en a entendu parler vraiment à la radio, tout ça, mais le PQ n'est même pas encore au pouvoir. Et moi, je me lève. Puis, je prends un droit de parole et je vire ça carrément de bord. Tu sais, c'est une proposition qui aurait été facilement adoptée, je crois. Et moi, avec toute ma verve, je dis que ce n'est pas notre mandat et que c'est politique. C'est les citoyens en entier qui doivent se préoccuper de ça et on n'a pas à être consulté sur la laïcité parce que je vois très bien le jeu qui va arriver. Oui, c'est ça. Tu sais, comment je vais on va se faire avoir, je le sais d'avance parce que je connais le système. Alors, on vote unanimement contre le fait d'être consulté. Vous savez ce qui est arrivé? On a été consulté pareil. On a été consulté quand même par Internet. Les résultats, même si... Puis là, ils nous ont consultés quand même parce que la décision finit par se prendre à la fédération. Ça, il faut que tu aies une confiance aveugle en ton institution pour les sondages Internet. Là, ça vaut ce que ça vaut, on s'entend. Non, c'est pas un sondage juste comme ça, Internet. Ils nous ont consulté avec une procédure, avec un numéro, puis tout ça. Là. OK. Non, Il y a un vote, là. C'était quand même sérieux. Non, mais c'était une consultation, c'était pas un vote. C'était pour savoir comment on était, nous les profs, favorables, par exemple, à l'interdiction du voile, des signes, selon plusieurs questions. Alors, ça, la Fédération a réussi à magouiller. Puis moi, il faut comprendre que l'année qui a suivi, je n'étais plus délégué. D'accord? Donc, j'ai pas pu intervenir pour dire « Hey, il me semble qu'on venait de voter contre ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres syndicats? Ça se peut-tu que... » Autrement dit, agir politiquement à l'intérieur de mon syndicat, je n'ai pas pu le faire. Mais je parlais aux autres. Ce qui est arrivé, c'est qu'on nous a consultés. D'accord? En nous consultant, ça a quand même donné quelque chose en faveur d'un tel projet de laïcité. Les gens étaient assez laïques comme profs. Ça a donné 67% en faveur de l'interdiction du voile, par exemple. De la méchante charte. Et ce qui est arrivé, il y a eu l'élection du PQ, le dépôt de son projet de loi 60, tout ce qu'on a vu après ça, la folie furieuse qui s'est emparée, Radio-Canada les premiers et tout, la presse avec sa fameuse... rubrique, là, le Québec entre division et inclusion. Hein. De là, les termes. Inclusion, t'es contre la charte, puis exclusion, t'es pour la charte. Alors, vraiment créer une déchirure, puis essayer de te faire passer un bord. Et c'est alors qu'est arrivé le président de mon syndicat, qui s'appelle Sylvain Mallette, dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'est prononcé, puis qui a même fait toutes les télés et les radios pour dire que le syndicat, la FAE, la Fédération autonome de l'enseignement, se prononçait contre ça. Et là, je vous rappelle, par exemple, si on prend juste... contre ses membres, là, c'est ça que je comprends. Oui. Contre ses membres. Mais attention, il n'a pas pu faire ça comme ça, tout seul comme un autoritaire. Non. C'est pas ça qu'il a fait. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une assemblée de délégués qui ont été délégués à la fédération. Choisis pour le même. OK, d'accord, c'est ça, tu as tout compris. Et moi, j'étais plus délégué, puis j'aurais pas pu être techniquement sur ce comité-là qui est allé, ceux qui ont été délégués pour aller tous ensemble, avec des gens qui sont autant de Laval et que d'ailleurs, pour aller voter contre le projet de charte du gouvernement du Parti québécois. Quand j'apprends ça, puis quand nous apprenons ça, il faut comprendre une chose. Sylvain Mallette, c'est un ancien prof. Je suis assis sur son bureau à l'école. C'est l'ancien chum de la gang que je me trouve à remplacer depuis des années, quand j'étais à cette école-là.
D'accord? Donc, je suis là. Et eux autres, je me fais une gang de potes. Hein, tu sais comment est-ce que c'est dans l'enseignement, les salles de profs. Ça, c'était avant que ça soit illégal. Ça. Et on est considéré... c'est ça, avant que ça... Ben ça, c'est dans votre commission. Mais nous, on est considérés à cette école-là comme les plus fervents militants syndicaux de toute la commission scolaire. Puis la preuve en étant que, il y en a un qui est sorti de là, qui a fini par devenir président de la Fédération autonome de l'enseignement. Il s'agit de Sylvain Mallette. Et là, les gens comprennent pas, ils reconnaissent pas leur boy avec qui ils ont déjà travaillé. Ils le reconnaissent pas. Exactement. Ben, avec raison. Fait que moi, j'arrive là, puis je suis en beau furie. C'est alors que j'avais aussi co-signé la lettre avec Tania Lompré et tout, là, parce qu'elle faisait partie de la FAE aussi. Alors, nous, on a fait publier cette lettre-là. Mais entre-temps, je vais voir tous les gars qui le connaissaient beaucoup. Puis là, ils sont en tabarnouche, sont en beau fusil, puis ils comprennent pas, mais en même temps, ils sont dans un genre de conflit de loyauté. Je trouve ça bien là. que tu contrôles ton langage de la sorte, parce que je sais qu'il y a pas si longtemps, tu aurais utilisé d'autres types d'adjectifs un peu plus religieux. Je suis quand même à la radio, donc... c'est ça, je te donc, c'est ça. Tu perds le bien. Mais là, il faut comprendre que les garçons, les gars, les chums, je parle surtout de gars, là, même si je m'adresse aussi à des femmes profs, là, c'est surtout une gang de gars qui sont réputés comme assez syndicalistes, là, mettons. Ouais. Puis, eux, sont en beau fusil, mais ils sont en conflit de loyauté entre moi qui aime bien, mais qui est beaucoup plus nouveau. Je suis moins connu qu'ils ont connu, que Sylvain Mallette, qu'ils ont connu pendant beaucoup d'années. Mais là, ils sont en tabarnouche. Il dit... puis là, moi aussi, j'utilise des mots de religion. Puis il y a un homme, un moment donné, qui, pour me narguer en voulant dire « Ouais, mais t'es pas game de l'appeler? » Je dis « T'es sérieux, toi, là? » J'ai dit « Moi, je vais l'appeler, mais est-ce que vous allez rester aussi... contre la position qu'il vient de prendre une fois que je lui aurais parlé? OK. Dans la salle de prof, il y a un petit cubicule avec un téléphone, avec une porte. Je fais puis là, j'attends que tout le monde soit là. Il me nargue devant tout le monde. Là. Il me nargue pas. Il me met au défi de l'appeler. Je l'appelle, puis il répond. J'appelle à la fédération, puis il répond. Fait que là, moi, je commence gentiment. C'est bon, Claude, je l'ai vu, moi, 2-3 fois, mais c'est pas mon pote, là. Fait que là, je dis, dis-moi que c'est une joke, là, que t'avais pas le choix, puis que là, t'es président de fédération, puis t'appuies ce que les membres... Là, non, je le voulais vraiment, puis ouais, non. Fait que là, moi, je répète ce qu'il me dit pour que les autres entendent aussi. Et là, il se met à m'engueuler, parce que moi, je dis non, ça n'a pas de bon sens. Puis là, parce que c'est quelqu'un qui est réputé pour avoir la parole facile. Puis moi, je voulais prouver à mes copains que je l'avais aussi, la parole facile. Donc pas la parole facile, honnêtement, là, je vais le dire, bien honnêtement, je vais le dire, je l'ai mis en boîte. Mais je l'ai tellement mis en boîte qu'il s'est mis à m'engueuler, à me sacrer après, puis à crier au téléphone. C'était plus pertinent, là. Non. C'était vraiment, là, parce que, c'est sûr et certain que... Il était en colère, là, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais ça n'avait aucun bon sens. Puis moi, je revenais avec toute cette idée-là qui n'aurait pas dû nous consulter de toute façon, puis envoyer donc. Puis là, que tu t'es fait noyauter par la gang de Québec solidaire, ça, il l'a pas pris, puis c'est là qu'il s'est mis à crier. Mais c'est ça qui est arrivé. Ça ne veut pas dire que Québec solidaire arrive là avec ses pancartes, là, mais c'est tout un lobby, là. Ils sont plus intelligents que ça. Donc, c'est en gros ce qui est arrivé. Et c'est peut-être en gros ce qui est arrivé, à Owen. Oui. Owen, là où moi, je veux faire le lien. Parce qu'il récolte quand même 68 000 dollars en termes de... au niveau des... en termes de vote, là, au niveau de l'électorat, ils vont avoir... tous les votes pour ON, ils vont avec ça. Mais ce qui arrive, là, le point que je veux faire, là, je ressors un texte d'un journal que plus personne ne lit, qui était à l'avant-garde d'une certaine remontée du nationalisme indépendantisme, fondé par Bourgeois, Patrick, pas celui qui vient de mourir, l'artiste. Ouais. Pourquoi tu es dans la lune? C'est le journal Le Québécois, d'accord? Le journal Le Québécois, il y a son deuxième, là, ils sont peut-être 2 ou 1, là. C'est Pierre-Luc Bégin qui a écrit un texte au mois d'octobre. Je pense fin octobre. Le texte, là, tu vois sur la photo, tu vois Gabriel Nadeau-Dubois assis à côté de Sol Zanetti. Et le texte s'intitule « Fusion QSON, une avancée majeure ». Donc ça veut dire que, moi, à l'époque, là, les gens qui m'écoutent à Radio Infocité, à cette époque-là, c'est bien avant la fondation de la radio. Mais vous auriez dû m'entendre sur ce journal-là. Au début, je disais que c'était des fuckers. Tu comprends-tu? Moi, je trustais pas ce gars-là. Comme on le dit, le Québécois. Là. Je voyais bien que ça s'en allait tout
croche. Pourquoi? Et on le voit ici. Là. Écoute, c'est un journal qui va mourir. Il y a Patrick Bourgeois qui était pour oui, justement, c'est ce que je veux dire. Et son Pierre-Luc Bégin qui écrit ce texte-là, on le voit. C'est pour ça que je disais, il faut toujours revenir pour voir quelles sont les alliances qui se sont créées à l'intérieur de la gauche. Là, je parlais du syndicat tout à l'heure, on revient sur la scène politique, sur le fait que ON s'allie avec QS, ça n'a pas une grande importance pour moi. C'est la gauche qui va mourir, qui prendra jamais le pouvoir, mais la gauche qui nuit. Oui, si on s'entend. C'est surtout la gauche qui nuit. Et ça, quand je parle contre OS ou contre ON ou contre QS, j'ai ce même discours-là par rapport au PQ aussi. Hein, d'accord? Donc, on fait attention. Je ne suis pas là pour caler des petits partis parce qu'ils feraient perdre le PQ. C'est au contraire. Depuis que je suis à Radio Infocité, je dénonce quoi? Je dénonce, c'est-à-dire l'analyse que porte Pierre-Luc Bégin, si je devais le résumer ainsi, là, c'est assez simple. Là. C'est-à-dire que faudrait se fier sur la mouvance catalane. C'est ce qu'on voit dans son texte. Hein, se mirer là-dedans, comment ils ont constitué un front uni pour le oui. Là. On voit comment que ça marche bien avec la gang d'Antifa. On voit comment ça... Non, mais on a vu comment ça a mal viré. Puis moi, je peux quand même le dire. Je savais que ça virerait... Non, mais je savais que ça virerait mal depuis longtemps. C'est l'expérience catalane. Autre chose, c'est-à-dire que pour lui, c'est une fusion, c'est-à-dire de la gauche, il ne dit pas ça comme ça, mais plus à gauche, avec la gauche un peu plus social-démocrate. D'accord? Donc, l'analyse de Pierre-Luc Bégin, moi, j'ai cette même analyse-là, mais en disant que c'est de la merde. Que c'est ça qui nous plombe, c'est ça qui plombe l'indépendantisme. Et lui... En octobre, il dit que ce serait une bonne chose, la fusion QS-ON, pour ces raisons-là. Moi, la fusion QS-ON, c'est une autre chose. Parce que j'en ai parlé avec un ami, je nommerai pas son nom, mais vous le connaissez tous ici, qui m'a dit ceci à propos des anti-fusions avec ON. Son prénom commence par P. Laisse faire ça. Quand on nomme pas quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donc, les anti-fusions avec ON, c'est ceux dont a parlé Jocelyn Beaudoin et tout ça, et ceux qui se sentent floués. Et là, voici ce qu'il m'écrit. Il dit « Les anti-fusions avec ON sont allés brailler avec que Zanetti avait noyauté le Congrès. Mais qu'ils arrêtent de brailler. C'est ça, nos supposés indépendantistes purs et durs. » Il dit « La Ligue des petits, l'Internationale des faibles, le braillage comme arme politique émergent pour espérant moraliser l'adversaire. Ils n'ont pas d'autre horizon que ça. » Donc, ce qu'il est en train de faire, ce qu'est en train de me dire cette personne-là, c'est que c'est sûr qu'il y a des amis du côté des anti-fusions d'ON, même si lui ne fait pas partie d'ON. D'accord, c'est pour ça qu'il ne veut pas que je le nomme. Mais j'ai dit, je peux-tu le dire quand même? Parce que c'est exactement ce que je pense. Nous sommes des losers. Je vais le dire en français. Partout, là, le mouvement indépendantiste, on est losers. On est des losers. Puis pourquoi on est losers? Je reviens toujours avec cette idée-là. La crouse, la drague du PQ... Avec QS. Avec QS, c'est ça qui a achevé de nous plomber. Et ça, la fusion QS-ON, c'est une petite particule qui n'a pas d'incidence autant que la crouse du PQ avec QS, mais qui montre comment la gauche est en train d'achever l'indépendantisme. C'est ça qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que vous avez le PQ qui drague QS et qui est encore là-dedans. C'est-à-dire que pour remonter en ce moment, le PQ est encore dans cette idée-là, avec Lisa en tête, pour dire « Ah, mais c'est dommage, ils n'ont pas voulu faire l'alliance avec nous. » Et là, nous avons un petit parti, Québec solidaire, qui est la grenouille qui se veut plus grosse que le bœuf, donc essaie de faire ce qu'on appelle des Anschluss de petits partis autour d'elle, parce qu'elle espère devenir le gros parti. Alors, tout ce que je veux dire, c'est que la gauche est en train d'achever de tuer l'indépendantisme. C'est ce que je veux dire.
Et l'indépendance ne se Et le fera syndicalisme jamais... en passant. Oui, et l'indépendance ne se fera jamais par la gauche de toute façon. Ben, ça se fait gauche-droite. On Ben, s'entend, ça se là, fait, exactement. Ben, C'est- ça se Non, fait mais ensemble, ça se fait, c'est ça, ça se Non, fait mais ce comme que je veux dire, c'est que indépendamment. Ça se fait que tout nécessite le monde- pas la gauche. Non, mais ce que C'est je veux ça. dire, ça nécessite des gens de toute alliance. Le C'est PQ, ça. à Voilà. l'époque, c'était une alliance entre ceux qui voulaient Exact. créer la richesse Voilà. et ceux qui voulaient la distribuer. Maintenant, nous ne sommes qu'avec des gens qui veulent distribuer la richesse. Tout à fait. C'est plate, Absolument. on s'en va chez le Yard. La soupe Hey, populaire. c'était excellent, Claude. Oui, Merci beaucoup. right to the point. Écoutez, ça met fin à notre dernière émission, messieurs, De de 2017. 2017. Hey. On est en voie donc d'entamer la nouvelle année. On va reprendre le 16 janvier prochain. J'espère que vous allez être au rendez-vous avec nous. Je vous demande de rester avec nous, puisque dans un moment, c'est l'émission Journal du soir avec Steve Fortin, où il fera son post-mortem de la fusion, donc Québec Animé solidaire. toujours par François Saint-Louis, je Animé, suppose. mais Hein? bien sûr! Ouais, mais ça va être très intéressant. Pourrait-on oublier notre François la Saint-Louis lecture de national? Steve Alors, Fortin. mesdames, messieurs, joyeux Noël, bonne année et je vous dis à l'année prochaine! Bonne année tout le monde! Ici Bernard Landry. Vous écoutez radioinfocité.com.